Bon, bah c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que les deux petits avatars que vous voyez sur le côté, c'est en ce moment en direct sur Second Life. Je vous ai filé le lien. Donc, si vous voulez, vous pouvez apparaître dans la performance de l'image. C'est-à-dire, si vous rejoignez mes deux avatars dans Second Life, vous apparaîtrez là sur... J'ai mis un plateau télé avec un fond vert. Qui est en incruste direct dans OBS, et ce qui me permet donc d'avoir mes deux avatars de Second Life en train d'agir, de parler, d'être présent, et vous pourriez me rejoindre. Dans... Alors l'adresse, je l'ai mise en ligne dans le chat. Je l'ai donnée dans le chat, qui est, voilà, Second Life, rendez-vous en direct, c'est dans le chat. Donc si vous voulez me rejoindre, ça peut être rigolo. Alors, je vais essayer quand même d'avancer. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait un petit diaporama, normalement, qui est sur l'écran 0. Donc là, je viens d'activer l'écran 0. Alors, c'est un vaste bordel maintenant parce que j'ai un feedback avec OBS, mais c'est pas très grave. Et je vais juste vous faire des diapos, là, vous les voyez. Et c'est des souvenirs de Second Life, parce que Moya nous a fait une très très belle démonstration de voyage en direct dans Second Life, donc je ne vais pas faire ça. Je vais aller très vite déjà sur ces choses-là. D'ailleurs, avec ce souvenir, là, cette photo d'un vernissage, il y a pas mal d'années, ça doit être 2007, dans une galerie où Moya exposait, justement. Donc je les ai retrouvés. Alors donc ce qui se passe, c'est que moi, à l'époque, j'avais construit ce que j'ai appelé le No Donjon. Alors il faut savoir que Second Life... une des choses de Second Life qui est totalement impolitiquement correcte, c'est que c'est un des plus gros outils de cybersex de la planète. Et c'est comme ça que j'ai un peu découvert Second Life. C'est par une amie qui m'a dit « Mais est-ce que tu as vu les donjons sadomaso dans Second Life ?» Et là, quand j'ai visité Second Life, j'ai un petit peu halluciné. C'est moi qui fais un feedback, là? Non, c'est pas moi, ça va. Et j'ai un petit peu halluciné, et du coup, j'ai décidé de créer un musée. Donc, mon premier musée dans Second Life, c'était je l'appelais No Donjon, et c'était une collection. Alors, j'en ai mis un là, je vais pas trop m'attarder dessus, mais c'était, voilà, j'avais découvert qu'il y avait énormément de fabrication d'outils destinés à faire des pratiques sadomasochistes dans Second Life, donc j'avais commencé à les acheter pour faire un musée dédié à ces objets un peu étranges et exceptionnels qui se vendaient bien dans Second Life. Et à l'époque, quand je débutais, j'avais pas compris, en fait, un truc c'est que les gens adoraient, en fait, ça coûte de l'argent, en fait, d'installer des objets, ce qu'on appelle des skybox, de les développer, voir ces objets. Et donc le fait d'avoir un musée, comme ça, un immense musée avec tous ces outils-là, faisait qu'il y avait un flux énorme de visiteurs qui venaient expérimenter tous les dispositifs BDSM de cybersex dans Second Life. Parallèlement, c'est là que j'ai commencé à développer aussi mon No Museum, enfin la version. Je l'avais déjà commencé dans comment ça s'appelle, Unreal Tournament. J'avais hacké un jeu qui s'appelle Unreal Tournament en 2003, qui m'a permis de créer mon premier musée virtuel. Et ensuite, je suis passé sur Second Life. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que les réseaux sociaux numériques, ce sont des amplificateurs existentiels. Tous les réseaux sociaux numériques sont des amplificateurs existentiels. Et donc la majorité des gens, alors on le voit bien avec Facebook, s'en sert pour s'augmenter. Donc les gens dans Second Life, on dit que 50% des gens ont des activités cybersexuelles. En fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire que l'Indevab ne communique pas là-dessus. Donc on ne connaît pas la proportion d'utilisation de Second Life à des vocations de sexualité dématérialisée. Mais j'ai remarqué que les gens, au bout d'un moment, beaucoup d'utilisateurs, quand ils ont fini d'explorer, moi y compris, d'explorer les fonctionnalités de Second Life, ce que j'appelle l'état de narcose narcissique développé par Marshall McLuhan dans son bouquin Le message chez le médium, lorsque les gens sont allés un peu au bout du bout de Second Life, ils vont se mettre à faire des musées. C'est-à-dire à fabriquer des galeries, à faire des musées où ils vont exposer leurs œuvres. Il y avait d'ailleurs Tournicoton à l'époque, qui était une galerie assez connue, qui organisait pas mal d'événements. Et les gens vont aussi builder, c'est-à-dire vont consacrer beaucoup de temps à fabriquer des espaces, à fabriquer des objets, et perdurent souvent en faisant ça. Il y a, par exemple, là j'ai quelques images de Cherry Manga à l'époque. Cherry Manga, c'est une artiste
numérique qui a commencé à faire ses œuvres dans Second Life, qui a découvert la 3D dans Second Life, et qui expose toujours dans les OpenSim maintenant, hein, et qui continue, c'est-à-dire son activité principale, qui était déjà importante à l'époque, est de fabriquer des galeries, fabriquer des musées, fabriquer des espaces pour inviter les gens à les visiter. Et ça continue, pour moi, c'est la continuité de ce processus d'amplification existentielle. C'est-à-dire ces outils-là sont des outils qui nous permettent d'étendre, hein, qui nous augmentent et qui permettent d'étendre notre identité dans le cyberespace. Avec une puissance de feu, mais phénoménale, hein, comparé à Facebook. Un outil comme Second Life est vraiment le précurseur du futur vers lequel on se dirige. Ah, il y a quelqu'un. Je vois quelqu'un qui est venu. Hein, super. Et on part tous à l'infini, c'est sympa comme feedback. Hein. C'est sympa comme feedback. Ah, puis il y a Moya et tout, c'est génial. Merci d'être venu donc, dans ma mise en scène. Et alors donc là, vous voyez, ça c'est Eric Wenger. Eric Wenger qui était aux Arts Déco avec moi, qui est un des grands artistes numériques contemporains, qui écrit lui-même ses logiciels et ses programmes de science-fiction. Et à l'époque, je lui avais dit, mais on devrait pouvoir faire de la musique en se déplaçant dans l'espace de Second Life, c'est-à-dire que l'avatar, en se déplaçant, percute des objets et ça génère de la musique. Et du coup, ça avait beaucoup inspiré Eric, qui à l'époque avait fabriqué tout un dispositif où, en se déplaçant, la musique était générée par des mouvements d'objets et des déplacements dans l'espace, et ça fonctionnait super bien. Voilà, et on faisait des concerts, hein, sur ma sim, on faisait des concerts avec Eric. Là, c'est une photo souvenir, hein, où je suis avec Moya dans les débuts de ton île, hein, je pense. Hein, c'était le moment où ton œuvre commençait à prendre de l'ampleur. Et tu nous faisais des visites. C'était très, très, très bien. Ça, c'est Alain Brion qui s'était fait une galerie d'art, justement. Alain Brion, qui est un dessinateur assez connu. J'appartiens un peu à un groupe d'illustrateurs, dessinateurs de science-fiction. Et justement, pour répondre à la question, Suzanne, pas seulement dans le cyberespace. C'est-à-dire que mes origines, c'est comme Patrick. Hein, je suis plasticien, artiste plasticien. J'ai fait les métiers d'art, les arts déco, et je continue en parallèle de dessiner et de peindre. Mais par contre, j'ai pas tout ce que je fais en art me coûte de l'argent et me rapporte assez peu d'argent. Moi, j'ai tout financé. À l'époque, je pouvais financer une cimentière par mes activités de réalisateur de télévision. Mais je travaille à la fois dans le monde physique et à la fois dans le cyberespace, pas seulement en dématérialisé. Donc là, comme Patrick, j'utilise Second Life pour fabriquer simuler des espaces d'exposition et des choses comme ça. C'est extrêmement pratique pour le faire. Ça permettait de communiquer. Là, c'était pour les Utopiales. Là, il y a eu la performance qui était très intéressante de Karen Guillerel, où elle a synchronisé un voyage sur Second Life avec un voyage dans le monde réel, avec 2 ânes. Elle est remontée de Barcelone au nord de l'Europe avec 2 ânes remplis de matériel informatique et des GPS qui permettaient aux gens dans Second Life de la suivre et de la rejoindre dans le monde réel. C'est-à-dire, c'est une performance spectaculaire. Et voilà, c'est ça à quoi tu faisais référence, Patrick. C'est une autre chose aussi qui est importante, que j'avais remarqué, quand on crée des salles de conférence en dématérialisé, et je le vois un peu partout, on a tendance à reproduire les espaces dématérialisés existants, c'est-à-dire à reproduire des salles de conférence où les spectateurs sont tous assis. Et en fait, ça fait partie de ce que je vais vous expliquer après avec le No Museum. En créant mon premier musée virtuel, dans Unreal Tournament, j'ai découvert un processus qui s'appelle l'Ars Memorativa, où en fait, le fait de se déplacer dans un espace réel ou dans un espace virtuel, déclenche un processus que Pierre Berlequin appelle la topomnèse, la mémoire du terrain, qu'on appelle aussi les palais de la mémoire, hein, ou Ars Memorativa, qui fait qu'en se rappelant le chemin qu'on a fait dans le labyrinthe qu'on a visité, on va faire revenir à l'esprit les événements ou les informations qui nous ont été enseignées pendant le trajet. Hein, c'est une vieille technique qui date de l'Antiquité,
où le maître enseigne en se déplaçant dans un espace réel et l'étudiant n'a plus qu'à se rappeler le parcours pour se rappeler les informations. Et ça, cette technique, je l'utilise depuis presque 10 ans maintenant dans les grandes écoles, c'est-à-dire que j'ai développé un dispositif qui me permet qui est mon support à conférence et qui me permet d'enseigner dans les grandes écoles depuis une dizaine d'années et qui marche très très bien. J'ai à l'ANSAM 80% de réussite au QCM de validation des connaissances grâce à cette technique. Et en fait, un des premiers, alors le premier que j'ai fait, c'est dans Unreal Tournament, et ensuite j'ai fait plusieurs conférences auxquelles Moya a d'ailleurs participé. Sur ces photos, tu vois, tu es dessus, on te voit dessus. Et donc le principe que j'avais fait, c'est que j'avais empilé des passerelles très haut en altitude pour éviter qu'il y ait trop de lag autour, enfin trop de paysages autour qui généraient du lag. Et en fait, j'avais fait une de mes formations, une de mes conférences, un des cours que je donne dans les grandes écoles, qui est un cours sur l'histoire des arts et de la cyberculture. On avait d'ailleurs à plusieurs, on avait organisé il y avait Tournicoton aussi qui participait à l'opération. On avait organisé cette conférence à laquelle donc tu faisais référence, à laquelle tu avais assisté. Et donc les avatars se déplaçaient dans l'espace et on avançait. On n'était plus assis dans une salle à regarder les diaporamas, on se déplaçait dans l'espace pour regarder les diaporamas. Et en fait, alors je vais vous expliquer la suite après, mais ça facilite, ça crée un processus dynamique, même en virtuel, qui est extrêmement efficace et extrêmement puissant pour mémoriser les informations. Toujours pour me balader dans Second Life, donc juste vite fait pour en terminer, ça c'est les galeries. Ça c'est la reconstitution du tableau des Ménines que j'avais faite aussi dans Second Life, qui me permettait donc d'expliquer le secret caché dans le tableau. Et là, voilà, c'est quelques images de la galerie de Tournicoton qui était très célèbre à l'époque, qu'ils ont arrêté aussi, mais qui organisait pas mal d'événements et de rencontres. Et le fait d'être avec des avatars génère quelque chose de très particulier qu'on attribue, sans en être sûr, qu'on attribue aux neurones miroirs. Je vais y revenir aussi assez vite. Ça, c'est quelques vues de ma sim à l'époque où je l'avais, donc qui était très très grande, enfin qui était une cime entière, sur lequel il y avait le nœud donjon au sommet, et puis différentes galeries réparties un peu partout. Et donc ça marchait très très bien. Et voilà, j'ai dû arrêter parce que je me suis retrouvé en grosse difficulté économique à 55 ans, comme beaucoup de gens, parce que j'ai perdu mes producteurs qui ont pris leur retraite, et donc je ne pouvais plus financer par mes activités de réalisateur de télé, mes activités professionnelles, la CIM. Donc j'ai fermé le Nœud Donjon, qui était aussi un des grands musées dans Second Life. Alors, je vais quitter Second Life pour vous montrer. Alors, Suzanne, tu m'avais demandé de parler de l'autre musée que j'avais fabriqué. J'ai fait pas mal de musées. J'ai fait pas mal de musées virtuels depuis longtemps, donc tu m'as rappelé d'ailleurs des musées que j'avais oubliés, que j'avais fait, plus ou moins. Et j'avais fait le musée de la SCAM, qui semble-t-il est toujours en ligne, et puis tu m'avais parlé du fameux musée du Gabon. Alors ce qui est très intéressant avec l'histoire du musée du Gabon, c'est que je l'ai fabriqué en même temps que je découvrais Second Life. C'est-à-dire que je découvre Second Life et je rentre dans un état de narcose narcissique, c'est-à-dire que je découvre un outil d'une puissance fabuleuse qui m'amplifie. C'est un outil et du coup, j'essaie d'aller, comme quand j'ai découvert l'automobile, j'essaie d'aller au bout du bout de ce qu'est Second Life. Essayer de comprendre comment fonctionne Second Life, quelles sont ses limites. Sauf que je rentre dans cet état qui fait très très peur. Vous me voyez toujours là, parce que je suis en train de bouger des fenêtres dans tous les sens. Vous êtes dans le feedback là, c'est ça? Ouais, elle est très jolie, c'est une très jolie mise en abîme. Attends, je vais essayer de l'ajuster. Voilà, elle est pas mal comme ça. Alors, je me perds. Alors, je vais te montrer le musée du Gabon. Le problème, c'est que le musée du Gabon a été et est toujours, je pense, un des plus grands musées virtuels qui a été créé. Et c'était une société qui s'appelle Novacom qui l'a produit, qui m'avait d'ailleurs engagé après avoir vu mon premier musée. C'est-à-dire qu'une partie de l'équipe de Novacom, qui est une grosse boîte de communication, avait vu mon premier No Museum dans dans Unreal Tournament. Et donc, ils m'avaient engagé pour développer un musée virtuel sur lequel eux, déjà, étaient depuis longtemps en train de travailler, et pour que je
collabore en fait avec eux pour les architectures, pour la modélisation des architectures. Donc c'est important, c'est pas moi qui ai conçu le musée du Gabon, hein, le musée des arts primitifs du Gabon, c'est Novacom et ses équipes, comme la plupart des architectures, etc. Moi, par contre, ce que je faisais, c'est que j'ai modélisé, c'est-à-dire je suivais les indications des créateurs et j'ai modélisé l'espace. Je suppose que vous le voyez là, hein. C'est ça, il est un peu masqué par les personnages, je vais le monter un peu, voilà. Et donc, c'était un grand musée virtuel, immense, qui était dédié... Alors, en termes de muséographie virtuelle, il est très intéressant. Parce qu'en fait, ce qui se passe, la stratégie d'origine, c'est que le Gabon s'est fait piller, en fait, tous ces masques, tout ce qui est lié à la religion Bwiti, hein, à ses origines religieuses, avant le christianisme, avant qu'il soit évangélisé, a été pillé. Donc, l'ensemble des objets de la liturgie Bwiti, qui est une religion animiste, est éparpillée dans le monde entier. Donc à l'époque, l'idée du Gabon, ça a été non pas d'essayer de racheter tous ces objets-là, pour peu que les États acceptent de les céder, c'était de racheter les droits, en fait, les droits audiovisuels, et de monter un immense musée virtuel qui racontait l'histoire de la religion, entre autres, de la religion Bwiti et des masques africains. Et en fait, ça a très bien marché. Donc l'idée était de créer l'idée de Novacom a été donc de créer ce musée virtuel et qui de façon relativement réaliste. Et donc donc toute l'équipe, on a bossé pendant des mois là-dessus. Et ça a très bien fonctionné à tel point que la diaspora gabonaise à un moment cherchait ce musée dans le monde réel. C'est-à-dire que beaucoup ont pensé que ce musée existait dans le monde réel. Et donc c'était un travail colossal, hein, qui a été fait par Novacom. Et les modélisations qui sont là, c'est une grande partie, une très grande partie, c'est moi qui les ai faites. Et alors c'est là que ça devient rigolo, c'est qu'en même temps que je modélise, je découvre Second Life. Or, j'ai pu du coup m'immerger à 200% dans Second Life, puisque j'avais sur un poste informatique Second Life, sur l'autre poste informatique, je développais le musée du Gabon. Ça, je pouvais le faire parce que je travaillais en dématérialisé. J'étais très peu présent sur le site même. Et bien évidemment, si ce serait passé, si j'avais eu un métier normal, je me serais désociabilisé, parce qu'on ne peut pas à la fois évoluer dans Second Life, avoir une vie sociale dématérialisée, et à la fois gagner sa vie dans des bureaux, dans des usines, dans des entreprises ou des magasins. Et donc là, vous voyez, c'est magnifique, hein, c'est un énorme travail de documentation, d'archives, de modélisation. Et donc, c'était une très belle aventure que j'ai vécue pendant... ça a bien duré 4-5 ans, la modélisation du musée du Gabon. Voilà. Et donc, qui a été fait essentiellement pas essentiellement d'ailleurs, qui était une commande de Novacom, mais qui malheureusement n'est plus en ligne. C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que le développement interactif du musée est sur ce logiciel-là que Adobe va définitivement arrêter l'année prochaine. Et déjà, il ne tourne plus. C'est-à-dire, j'ai essayé de le lancer, j'ai une version sur mon Mac, et j'ai essayé de la lancer, et elle ne tourne plus. Donc ça, c'était pour vous montrer, donc, te parler du musée du Gabon. Et je vais maintenant... Alors, à ton avis, il me reste combien de temps, Suzanne, pour la suite des... 10 bonnes minutes, après il faut voir avec Jean-François... 10 bonnes minutes. Alors, j'y vais. Alors là, maintenant, je vais vous montrer très vite le No Museum dans Unity. Alors, le No Museum dans Unity, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, je l'ai désactivé. Alors, attends, il faut que je retrouve la fenêtre de comment ça s'appelle? La fenêtre d'OBS pour le réactiver. Ah voilà, OBS est là, sur mon deuxième écran. Et je vais refaire un peu de mise en abîme multiple, là, puisque je reprends OBS. Et dans OBS, je vais activer ma fenêtre de Second Life. Ah ouais, mais... Ah oui, non, c'est pas Second Life que je vais activer. C'est le No Museum. Il a l'air d'avoir quitté. Non, il est là. Alors viens, No Museum. Pourquoi tu n'es pas à l'écran? Là, le voilà. Donc là, normalement, vous avez de nouveau ma fenêtre du No Museum. Donc je vous explique vite fait le principe du No Museum. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors le défaut de Second Life, quand j'ai d'abord fait ça sur Unreal Tournament, des musées, ça marchait très bien.
En plus, c'était génial, Unreal Tournament, parce que j'avais tout reconstruit le décor, mais j'avais laissé les armes actives. Donc j'étais un des rares profs sur lequel on pouvait tirer pendant les cours. Hein, parce que, évidemment, les étudiants avaient le No Museum dans leur machine et ils se baladaient à l'intérieur. Mais comme je suis assez bon sur Unreal Tournament, il fallait faire gaffe si on commençait à se fraguer pendant le cours. Et ensuite, je suis passé sur Second Life. Mais le défaut de Second Life, c'est qu'il dépend du réseau. Et en fait, très vite, j'ai été très handicapé par le fait que la plupart des facs, des universités, et c'est toujours le cas, ont du mal avec la révolution numérique en France. Et donc, c'était quasiment impossible de pouvoir utiliser Second Life dans un cadre pédagogique en présentiel à cause des firewalls. C'est-à-dire que c'était à chaque fois une prise de tête très, très énorme avec soit les institutions, soit les écoles, soit les facs. Il fallait carrément faire venir un ingénieur réseau qui nous ouvrait les ports pour pouvoir avoir accès à Second Life qui était systématiquement bloqué. Donc du coup, c'était pas jouable en termes de pédagogie en présentiel. Et quand Unity est sorti, j'ai sauté sur Unity et j'ai commencé à transposer le No Museum que vous voyez là dans Unity. Donc ça aussi, c'est un des trucs très puissants avec le numérique, c'est que si on fait attention d'utiliser des formats d'exportation comme FBX, etc., je dis ce sont des œuvres vivantes, les objets sont vivants. Pourquoi ? Eh bien parce que les fichiers, on peut les réutiliser dans différents logiciels, et en plus, avec le temps, ils deviennent de mieux en mieux. C'est-à-dire ils gagnent en qualité, en rendu, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de faire des œuvres qui ont une vie propre, en fait, une vie à elles, où ils s'enrichissent quasiment naturellement avec le temps, avec l'évolution de la loi de Moore et de nos évolutions. Donc là, vous voyez mon bateau violon, qui est une métaphore. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du No Museum, mais c'est un musée de mèmes. Ce sont des mèmes. C'est-à-dire, je pense que les artistes, les noonautes, je nous appelle des noonautes, des explorateurs. Moya est un grand noonaute. Hein, nous sommes des explorateurs des sphères de l'information. Et nous captons les mèmes, ces entités informationnelles décrites par Richard Dawkins, et nous les reproduisons, nous les retransmettons, nous les faisons évoluer. Et donc là, vous voyez un univers de mon enfance, des visions que j'ai eues dans mon enfance, un univers de rochers volants dans les airs, avec des bateaux violons qui se déplacent. Hein. C'est un vieux mème, mais je vais très vite aller un peu plus loin dans le No Museum. Donc le principe du No Museum, attendez, je coupe le son, voilà, j'ai un bouton pour couper le son. Donc là, vous voyez, c'est des galeries, c'est plein de galeries, et à chaque galerie, c'est un support pédagogique. C'est-à-dire que chaque endroit physique dans ce monde-là me sert à décrire un moment de notre histoire, de la cyberculture et des sciences. Hein, la cyberculture, des sciences et de l'art. Par exemple, je vais vous faire juste un exemple, là, vite fait, parce que là, je vais m'arrêter, par exemple, au point levé. Vous voyez cette image de point levé, à côté, j'ai reproduit avec un point de robot levé. C'est une référence à Ted Nelson. Ted Nelson, c'est le gars qui a inventé le mot hypertexte, qui a inventé le mot hypertexte. Et vous voyez, en 1974, il sort un bouquin qui s'appelle Computer Libre, Libération de l'informatique. Et il est convaincu à l'époque que, comme beaucoup des hippies techno qui ont fondé la Silicon Valley, il est convaincu que l'informatique va nous libérer dans un sens révolutionnaire. Et donc, il dit ça, you can and must understand computer now. Donc là, je viens de vous faire un exemple de démonstration pédagogique d'utilisation du No Museum, et avec les années, j'empile les niveaux comme ça, je développe des tas de niveaux et je l'enrichis, et avec les étudiants nous voyageons, là c'est l'arche d'Atrahasis, c'est-à-dire l'ancêtre, le précurseur mésopotamien de l'arche de Noé, qui est ronde, hein, on sait maintenant qu'elle est ronde, c'est pour ça que je mets des rondes. Là, vous voyez, on avance dans l'Antiquité, et je vais juste vous faire une petite escale très vite fait dans un des best-sellers, je puis dire, ou des trucs les plus emblématiques du No Museum. C'est la reconstitution du tableau des Ménines de Velázquez, que j'avais déjà faite d'ailleurs dans Unreal Tournament et ensuite dans Second Life. On peut la voir d'ailleurs actuellement à l'étage en dessous. Là, vous êtes sur ma sim, hein, pour ceux qui sont dans mon studio vert, et à peu près, je pense, 500 mètres ou 1000 mètres en dessous, vous allez tomber sur le bateau violon.
et sur la reconstitution des Mélines dans Second Life. Et là, vous voyez, alors je vous l'explique très vite fait, pareil, ce tableau pour moi est un tableau emblématique de la cyberculture parce qu'en fait, c'est un des premiers tableaux dont nous sommes les héros. Bon, je vous explique très vite, hein, c'est-à-dire que qui Velázquez est-il en train de peindre? Eh bien, on ne sait pas, hein, parce qu'on voit qu'il nous regarde, mais on ne sait pas qui il est en train de peindre, puisque le tableau nous tourne le dos. Mais au fond de la pièce, il a peint un miroir. Et dans le miroir que voyons-nous se refléter, outre ma caméra, on voit se refléter le tableau. Et sur le tableau, on a le roi et la reine d'Espagne. Donc, à chaque fois qu'on se tient devant ce tableau, nous sommes les avatars du roi et de la reine d'Espagne. Hein, donc ça, c'est l'explication tout à fait officielle, hein, c'est pas moi qui l'invente, du tableau, hein, le jeu de mise en abîme de Velázquez. Et donc ces outils-là, je me suis barré dans le trip de le recomposer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un débat à l'époque avec les critiques d'art qui sont plutôt littéraires et qui expliquaient que en fait, ce qui se reflétait dans le miroir au fond, c'était le roi et la reine qui se tenaient là, hein, devant le tableau. Et pour tous les copains graphistes comme moi-même, c'est pas possible. C'est-à-dire le miroir ne peut pas refléter quelque chose qui se situe au milieu ou à droite. Il reflète forcément quelque chose qui est à gauche, donc forcément le tableau. Donc j'ai décomposé la scène pour le vérifier en 3D, pour vérifier le fait que le miroir, physiquement, ne pouvait pas refléter le roi et la reine, mais plutôt le tableau. Et je l'ai à peine fini la modélisation, que c'est devenu flagrant, puisque si on est à la place du miroir, vous voyez, tout le monde s'interposerait avec le roi et la reine, et en plus le roi et la reine ne sont pas à l'échelle. Et alors, dernier point rigolo, ça c'est le précurseur, hein, les époux Arnolfini, mais je ne vais pas vous le faire, mais surtout, je vous raconte les 3 orgasmes que j'ai eus en faisant ce boulot-là. J'ai hacké sur Google Earth. Vous trouvez le tableau en très haute définition et on peut zoomer dedans. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a un personnage qui pose problème un peu, qui interpelle un peu les critiques depuis très longtemps. C'est Don José Nieto Velázquez, qui n'est pas de la famille de Velázquez, qui est le grand chambellan du palais, qui est pile au centre du tableau et avec toutes les perspectives qui correspondent, qui convergent dessous son bras, et qui est à contre-jour derrière un fond blanc. Donc Velázquez est en train de nous mettre ce personnage-là en exergue. Et Foucault et Arras, les deux, l'historien, le philosophe et le grand historien disent, dans leurs livres, qui sont excellents d'ailleurs dans l'analyse du tableau, disent Don José Nieto Velázquez qui repousse un rideau au fond de la pièce. Parce qu'on a l'impression effectivement qu'il repousse un rideau au fond de la pièce. Et alors, mon grand orgasme de hacking cyberspatial, ça a été que quand j'ai zoomé sur la main de Don José Nieto Velázquez sur Google Earth, j'ai découvert qu'il n'est pas en train de pousser un rideau, mais qu'il a la main sur une poignée de porte. Alors là, c'est l'apothéose, hein, parce que ce tableau est un des tableaux les plus analysés de l'histoire. Et il y a un petit mec tout seul dans son coin, qui est Galmine, qui découvre un truc que personne n'a vu depuis 3 siècles qu'on analyse ce tableau. Alors vous allez me dire, oui, mais et alors, quelle importance qu'il n'est pas en train de repousser un rideau, mais qu'il a la main sur une porte. Et bien le deuxième truc de ouf, et donc c'est important parce que c'est la puissance du cyberespace. C'est-à-dire que créer des univers virtuels, hein, c'est l'empowerment artistique. C'est-à-dire ce que fait Moya, ce que je fais moi, on fait beaucoup avant l'heure, en fait, on fait ce que tous les jeunes font actuellement, c'est ce qu'on appelle l'empowerment créatif, ce que Nils Asimoff appelle l'empowerment créatif, c'est-à-dire qu'on s'empare des outils qui sont à notre disposition pour créer nos propres œuvres. L'enjeu contemporain, ce n'est plus de consommer de l'art, mais c'est d'en faire. Et donc, en fabriquant ça, j'ai bien été obligé de respecter les perspectives. Et lorsque j'arrive à la zone où Don José Nieto Velázquez, je dois le modéliser, je découvre une anomalie. Je ne sais pas si vous la voyez, la poignée de la porte n'est pas à la bonne hauteur. Elle est à la hauteur d'un enfant ou d'un nain. Alors il y a 2 solutions, soit c'est parce qu'elle est en haut d'un escalier, ce qui peut arriver, ce qui est logique, mais elle n'est pas drôle cette explication-là. Et l'autre explication, c'est un jeune auteur qui a fait un documentaire sur Velázquez pour Arte récemment, Carlitos Zanahorias, qui m'a donné la clé. Alors il n'avait pas vu, il ne connaissait pas le coup de la poignée cachée à cette hauteur-là, mais il m'a dit, mais on sait ce que c'est la pièce du fond. Et en fait, Velázquez est en train de nous dire de façon, c'est pour ça que j'ai appelé ce tableau, cette analyse du tableau, Velázquez Aristopunk. En fait, Velázquez est un Aristopunk. Il est en train de faire avec ce tableau une super provocation. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est peint, il n'était pas noble, mais il a réussi, à part une magouille que je vous raconterai peut-être une autre fois, en complicité avec le roi, il a réussi à obtenir une dérogation pour devenir noble.
Et quand il a su qu'il allait devenir noble, il s'est peint, c'est un selfie, hein, ce tableau, c'est un super selfie. Il s'est peint en tenue d'apparat, on peint pas hein, habillé comme ça, c'est de la peinture partout. Et il s'est peint avec la croix de l'ordre de Santiago, qui est le plus haut ordre de noblesse d'Espagne, et surtout il s'est peint avec l'épée, hein, l'épée qui est là. Il y a que les nobles, il y a que l'aristocratie qui est libre, qui peut porter l'épée. Et en fait, ce tableau, c'est un énorme fuck à la cour. C'est-à-dire, Velázquez est en train de dire fuck la cour. Regardez, j'ai l'ordre de Santiago, je suis au plus haut degré de noblesse d'Espagne et je porte l'épée. Et en plus, je suis dans les appartements royaux. Je suis dans les anciens appartements du jeune roi qui est mort, qui vient de mourir. Un des jeunes héritiers est mort et le roi, et c'est Carlitos qui me l'explique, le roi a offert à Velázquez les anciens appartements du jeune roi. Donc ce tableau est une énorme provocation qui me fait totalement jubiler. Donc encore un exemple. Voilà, je vais m'arrêter là parce que vous avez compris, le cours, c'est 4 fois 3 heures de cours. Donc je pourrais partir pendant des heures et on va se laisser du temps pour des questions ou pour les autres. D'ailleurs, si je suis arrivé au bout de mon temps imparti. J'ai essayé de chuter et au bout d'un quart d'heure, j'étais encore en train de chuter. Oui, parce que, alors, ça dépend, c'est la flemme. Si tu tapes 2 fois sur la barre d'espace, plus tu tapes sur la barre d'espace, plus tu montes. Donc, si tu as le malheur de tomber, tu peux, en tapant plein de fois sur la barre d'espace, remonter éventuellement. Ça, c'est une stratégie. Parce que oui, mais j'ai pas réussi à tout remonter. Hein. Voilà. Et puis, alors, normalement, tu as des colliders. Des fois, je les ai mis, des fois, je les ai pas mis. Ça dépend de mon humeur, du temps que j'ai passé. Et qui te refait redémarrer le niveau. Et alors, effectivement, j'ai fait les macro-commandes, c'est V, B, N, hein, elles vont dans un sens. C'est-à-dire B, tu recharges le niveau. Si tu appuies sur B, voilà, tu viens de recharger le niveau. N te permet d'aller au niveau suivant. Hein, là, c'est plutôt topologique. Et V te permet de revenir au niveau précédent. Voilà. Ah, d'accord. OK. Hein, effectivement, j'explique ça aux étudiants. Ce qui est très puissant et très intéressant avec Second Life, enfin avec Unity. La prochaine étape, je vais faire comme VRChat, hein, auquel a évoqué Patrick, c'est que vous pourrez avoir votre avatar. Les visiteurs pourront avoir leurs avatars en même temps que moi dans le décor. Mais en fait, ce qui se passe au niveau pédagogique, c'est que en fait, quand je suis en présentiel, mais ça marche aussi en distanciel, moi, j'ai le Nomisum dans l'écran derrière moi ou éventuellement, mais je l'ai porté en VR, mais on fait pas tenir 3 heures des gens dans les casques reality virtuelle. C'est une vraie torture. Donc, c'est beaucoup plus simple de projeter sur un écran derrière moi. Et les étudiants dans les grandes écoles ont tous leur poste informatique. Donc, ils téléchargent, ils installent le Nomisum avec leur clé USB et ils se déplacent avec moi dans le décor. Et en fait, par rapport au maître de l'Antiquité, j'ai un don d'ubiquité, c'est-à-dire que quand tu étais dans l'Antiquité, tu étais coincé derrière le maître devant la statue où il faisait son cours de philosophie. Alors que là, l'étudiant, je le vois faire, je l'ai vu à l'UQAM au Canada où les écrans étaient tournés vers moi, et ils explorent, c'est-à-dire ils continuent d'explorer le labyrinthe. Et donc, du fait, alors je ne vous ai pas expliqué pourquoi ça marche, c'est à cause du corps. Contrairement à ce qu'on dit, le cyberespace ramène en ce moment le corps massivement dans la boucle de commande. Alors, ça veut dire quoi, ramener le corps? C'est-à-dire qu'en fait, le fait de marcher derrière le maître ou simplement le fait de manipuler avec les doigts une manette ou un clavier pour se déplacer dans l'espace en même temps que le prof donne cours, déclenche la topomnèse, c'est-à-dire déclenche le processus de mémorisation physique, c'est-à-dire c'est le subconscient. En gros, en agissant avec les mains, on amène le corps dans la boucle informationnelle, dans la relation informationnelle, et le corps, c'est le subconscient. Hein, c'est le subconscient qui arrive. Et donc, il se produit un phénomène, ça déclenche la topomnèse, et c'est le même phénomène que la réalité virtuelle. C'est-à-dire, pourquoi le VR est très puissant? C'est parce qu'il synchronise le système vestibulaire avec la vision. Et donc, pour le corps, donc Second Life aussi, c'est le fait, mais par un autre biais. Pour le conscient, ce qui se passe, ce qu'on voit à l'écran est bien évidemment perçu comme faux. C'est-à-dire pourquoi? Parce que quand vous voyez l'écran bouger, quand vous voyez comme ça, comme votre corps ne bouge pas, eh bien évidemment, le subconscient, immédiatement, sait que c'est faux. Par contre, quand vous mettez un casque de réalité virtuelle et que vous commencez à vous déplacer et que la vision d'équilibre, donc le corps est synchronisé avec la vision, le subconscient le perçoit comme vrai. Alors,
Et c'est flagrant parce que, par exemple, si vous marchez en VR au-dessus du vide, dans un espace virtuel, les gens ont le vertige. C'est la démonstration parfaite que le subconscient est rentré dans la boucle de commande. Et Second Life, la puissance des avatars dans Second Life, c'est ce que j'avais commencé juste à évoquer tout à l'heure. Le fait de voir, on pense c'est un mystère, mais contrairement à ce qu'on croit et ce qu'on pense, c'est pas la vision subjective à travers, parce qu'on essaie de reproduire tous les dispositifs de VR, pensent que c'est la vision subjective qui reproduirait le plus possible notre immersion. Or, le mystère de Second Life, c'est qu'on s'est rendu compte que de voir notre personnage à la troisième personne marcher devant nous implique plus l'utilisateur. On pense que c'est les neurones miroirs. C'est les neurones miroirs nous projettent, nous permettent de nous projeter dans le personnage et font qu'on se projette dans le personnage. Et donc, pareil, le subconscient rentre dans la boucle de commande. Alors, si en plus, dans Second Life, vous utilisez, je terminerai là-dessus, des télédildos, c'est-à-dire des vibromasseurs synchronisés avec les avatars, $30 pièce. Vous recevez des stimulations physiques synchrones avec la dramaturgie, comment on va dire, virtuelle, cyberspatiale. Et alors là, le subconscient, il est immergé, mais à 300-400%. C'est-à-dire, ça fait le même effet que la synchronisation du système vestibulaire. Et c'est pour ça que Second Life est pour l'instant un des plus gros outils de cybersexualité de la planète. Voilà. Excuse-moi pour cette digression. Au contraire, ça ouvre l'esprit. C'est un des trucs qui m'a éclaté le plus. C'est quand j'ai découvert ce phénomène-là, qui est caché, qui est secret. Parce que le problème, c'est que c'est le seul MMORPG adulte. C'est le seul MMORPG sur la planète où les pratiques sexuelles sont non seulement tolérées, mais promues. Parce que la cible de tous les autres MMORPG, c'est les moins de 15 ans. C'est les ados, les mineurs. Donc, ils peuvent pas se permettre d'avoir la cybersexualité. Donc, c'est très étonnant. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le projet Horizon d'Oculus, de Facebook, ils veulent transformer Facebook en un gigantesque truc à la Second Life. Sauf que le problème, c'est que c'est la sexualité. Comment empêcher ces millions d'utilisateurs, milliards, de pratiquer du cybersexe? Alors, ils ont résolu le problème. Zuckerberg a résolu le problème. Les avatars n'ont pas de bas du corps. C'est réglé. Pas de bas du corps, pas de cybersexe. Donc, c'est assez drôle. Et du coup, c'est peut-être aussi l'erreur. L'erreur, c'est pourquoi Second Life perdure. C'est bien parce que justement, ils ont une vraie simulation, c'est-à-dire la simulation de la relation au monde que fait Second Life est plus complète puisqu'ils introduisent un des moteurs les plus puissants du vivant, qui est la sexualité qui est mise dans le cyberespace. Et on n'est pas en relation avec des robots, ça aussi c'est important, on n'est pas avec des PNJ, des personnages non joueurs, on est en relation avec d'autres humains. Quand le subconscient sait qu'on est en relation avec un autre humain, ça change complètement aussi l'importance de l'investissement émotionnel, sensuel, etc., qui se produit dans le monde, en particulier de Second Life, qui reste un chef-d'œuvre pour moi. Et là, je vous montre juste un database, juste pour vous expliquer la fin de l'histoire, de notre histoire, c'est-à-dire pourquoi on est en train d'investir autant d'énergie dans ces outils-là. Ça, j'ai remonté l'histoire de l'humanité, là, vous voyez, donc ça a pris vachement de temps. C'est des choses qu'on peut modéliser soit sous une forme logarithmique, soit en database. Et là, j'arrive à moins 6500 ans, 10 millions d'habitants, moins 5000 ans, 20 millions d'habitants, 200 millions d'habitants sur Terre. Vous avez vu l'accélération, là? C'était il n'y a pas longtemps, en fait. En 2012, nous sommes 7 milliards. Et en 2050, nous allons être 9 milliards. C'est monstrueux. Qu'allons-nous faire de ces 9 milliards d'habitants dont les 2/3 seront concentrés dans les grandes mégalopoles, dans les grandes mégapoles? C'est exactement ce qu'a fait la télévision à son époque. C'est-à-dire comment on a pu empiler des millions de gens dans des banlieues médiocres, dans un habitat médiocre concentrationnaire. C'est parce qu'ils avaient la télévision qui a permis d'ouvrir une fenêtre sur le monde et de s'abstraire de son environnement. Et là, avec la réalité virtuelle, les jeux vidéo, tous ces trucs que nous sommes en train de développer, mais c'est pas moi, c'est pas Moya, c'est l'humanité qui est en train de les développer. C'est des outils à l'échelle de l'humanité. Les réseaux numériques, quand on réalise l'importance que ça a, c'est la télévision de demain. C'est-à-dire qu'on est en train pour permettre de vivre un futur de 9 milliards d'habitants concentrés, on est en train d'ouvrir les portes vers le cyberespace, de créer un infini cyberspatial
en attendant la grande panspermie méganthropique où nous allons embarquer dans les grands vaisseaux mondes qui partiront essaimer vers les galaxies. Mais cela, c'est pas pour demain. Donc, en attendant, l'humanité, à travers tous ces outils-là, ça c'est mon avis, hein, c'est mon intuition, est en train de développer une porte de sortie provisoire qui est le cyberespace. Voilà. Donc, ce qui explique le pourquoi nous en sommes là. Bon, merci beaucoup pour cette perspective, comment dire, transcendantale. Je suis le seul cyberpunk hyper métaphysique, hyper physique. Voilà. Et est-ce que je pourrais proposer maintenant, parce que la synthèse, on va laisser tomber, mais peut-être quand même que les autres intervenants puissent venir et qu'on puisse répondre peut-être à une question ou se congratuler réciproquement. Excuse-moi, j'ai mal entendu, il y a eu un bug et je n'ai pas entendu la fin de ta remarque. Mais je demandais aux autres participants de venir peut-être revenir pour que si jamais des personnes qui ont assisté voulaient poser des questions à tout le monde, comme c'était prévu avant, peut-être. Il reste 2 minutes. Moi, j'avais 2 grandes questions. Alors, est-ce que je peux me lancer? La première, alors, ça se retrouve dans vos différents mondes virtuels, c'est la question de l'œuvre et du fait qu'elle soit vivante, comme tu l'as dit, Yasmine. Quand tu passes d'un logiciel à l'autre, finalement, par les fichiers FBX, tu arrives à passer d'Unreal à éventuellement Second Life ou Unity. Mais paradoxalement, nous, on observe beaucoup pour conserver les œuvres d'art numérique qu'elles sont plutôt éphémères et du coup pas vraiment vivantes. C'est-à-dire que les œuvres, sans la présence de leur auteur ou sans les fichiers sources, ont tendance à disparaître. Et je voulais avoir votre avis sur la pérennité des musées virtuels et des œuvres virtuelles qui y sont. Est-ce que ça passerait par de l'émulation? Est-ce que ça passera par autre chose? C'est quoi vos visions là-dessus? Je vais laisser Moya répondre, parce que j'ai été très bavard. Oui, mais moi, ça a été ma grande inquiétude, et c'est toujours mon inquiétude dans Second Life, c'est que je ne sais absolument pas, j'ai fait des îles qui m'ont pris 10 ans. Est-ce que demain, Second Life va faire faillite, puisque par exemple, Second Life a été vendu récemment? Est-ce que Second Life va s'arrêter d'un seul coup et tout ça va disparaître? Ça m'est arrivé pour un monde virtuel, je ne sais même plus lequel, qui a été racheté par Yahoo et qui a disparu d'un seul coup, où j'avais travaillé quand même pas mal, parce que Yann-Mine le sait, on travaille beaucoup dans une fois que c'est fait, ça va, mais il y a beaucoup de temps de travail, d'investissement. Et c'est vrai que c'est souvent l'inquiétude. C'est pour ça aussi que des fois, je ne passe pas à certains mondes virtuels sur lesquels je pourrais aller. Bon, j'ai quand même fait, pendant le confinement, j'en ai profité pour faire VRChat dans Unity. Tu vois, Yann-Mine, je suis rentré dans Unity. Bon, ce n'est pas évident. Et j'ai créé un musée dans Unity. J'ai créé un musée sur Roblox. Le seul truc de Roblox, ça c'est anecdotique, mais c'est amusant, c'est que Roblox, c'est justement fait pour les enfants. Et comme c'est fait pour les enfants, il est interdit de dire son nom, mais je ne le savais pas au départ. Donc, j'ai commencé à créer le musée. J'ai passé une semaine à créer un musée. Et quand je l'ai mis, je me suis aperçu que je n'avais pas le droit de dire que c'était le Moya Museum parce que je m'appelais Moya. Et les enfants ne peuvent pas dire leur nom pour éviter les problèmes de pédophilie. Et du coup, j'ai fait tout ce musée, mais on ne sait pas que c'est moi, enfin, il y a les tableaux, mais il n'y a pas mais on peut renverser les œuvres, par contre, dans ce musée-là. Mais c'est vrai que c'est l'inquiétude, mais en même temps, c'est aussi la beauté de la chose. Et moi, j'ai fait une exposition à Florence qui s'appelait Rinascimento Virtuel avec Mario Gerosa, que connaît Anne Baer, qui est un grand critique italien et qui, lui, avait voulu créer à l'époque un conservatoire des architectures virtuelles. C'était le rédacteur en chef d'AD Magazine, Italie. Il avait dit déjà que le problème des mondes virtuels et des jeux vidéo, c'est que toutes ces architectures, des fois extraordinaires, vont disparaître et qu'il faudrait un grand conservatoire en fait des architectures, par exemple de l'île de Yanmin, de toutes ces architectures, de pouvoir les conserver et même peut-être que ceux qui fabriquent ces mondes virtuels, c'est aussi bien Second Life, etc., puissent au moins conserver un certain nombre de choses ou que des musées. Moi, mon rêve, c'est que des musées disent à Second Life, par exemple, on va conserver telle ou telle chose, qu'on va conserver des expos d'artistes, par exemple. Et ce n'est pas difficile. Second Life pourrait très facilement offrir les mémoires d'un certain nombre de musées. Mais maintenant, on peut aussi travailler dans ce qu'on appelle OpenSim, qui est l'équivalent de Second Life, et là, on peut le faire sur son ordinateur. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours l'inquiétude. Moi, c'est ma grande inquiétude. Oui, est-ce que quelque part, d'accepter que c'est éphémère, ça crée aussi la fragilité et enfin, c'est une des composantes de cette création? Alors, oui, justement, je rebondis sur
parce que j'allais dire aussi, c'est pas seulement un problème du numérique, c'est-à-dire que même les œuvres d'art, nos créations, ont un énorme tropisme à s'autodétruire ou à être détruites. C'est-à-dire que moi, je vois aussi pour mes sculptures ou des objets réels que j'ai fabriqués, j'en ai perdu plein dans des déménagements, par des destructions qui ont été faites, par l'art est un combat perpétuel contre le temps, contre l'obsolescence. Et d'ailleurs, c'est la métaphore de la négranthropie. La vie elle-même est une lutte contre l'entropie universelle. Et l'art exprime, nous artistes, nous exprimons, nous portons cette lutte contre l'entropie universelle. Et elle agit, c'est-à-dire elle agit à la fois dans le numérique, donc Moya a complètement raison, la question du conservatoire est une question qu'on pose, mais systématiquement, depuis des années, tous les artistes qui font du numérique disent mais pourquoi il n'y a pas de conservatoire du numérique, et c'est le musée à créer. Il y a eu des tentatives, il y a eu des ébauches faites par les politiques, et à chaque fois, ça a foiré, en France aussi, mais ils commencent à apparaître à l'étranger, mais toujours en France, ça reste un no man's land. Mais par contre, donc, juste pour te répondre, je crois que l'art est un combat, l'expression d'un combat naturel contre l'entropie. Oui, je pourrais ajouter que Tacite a dit exigi monumentum aere perennius, et c'est ça la mission de l'art, c'est de réussir à être immortel. Voilà, c'est la vie éternelle que vise l'artiste. Et il faut absolument dépasser les époques, il faut être capable de survivre à la mort des civilisations. Et effectivement, du coup, on se dit, avec cet art qui est l'art technologiquement le plus évolué, eh bien, on tombe dans la temporalité la plus courte. C'est ça. Les pyramides sont encore là, mais les pyramides virtuelles, dans 10 ans, elles ne seront plus là. Sauf qu'il y a l'espoir qu'on puisse conserver le cerveau dans l'ordinateur et qu'à ce moment-là, ce soit l'artiste lui-même qui survive et non pas ses œuvres. Enfin, moi, c'est un peu mon espoir. Et ma ville, elle est là pour que je puisse survivre dans une ville que j'ai créée, c'est-à-dire comme les Égyptiens qui conservaient dans les tombes tout ce qu'il leur fallait pour vivre. Donc ça, c'est peut-être l'espoir. L'artiste vive au-delà de sa propre vie. Mais du coup, il faudrait penser les émulations. On se rejoint complètement, Moya et moi, sur cette démarche-là, de se dématérialiser dans le cyberespace. Je pense que Moya, comme moi, je laisse des traces, c'est une stratégie, je laisse le plus de traces possible dans le cyberespace de moi-même pour que dans le futur, il puisse me reconstituer. Et je ne sais pas si tu vas le faire, Patrick, mais la dernière recherche que je fais en ce moment, c'est de réussir à me faire financer mon séquençage ADN complet pour le mettre en ligne, en libre, que le futur puisse me cloner, tu vois, et me renourrir, me réinjecter mon modèle cyberspatial. Ah oui, comme dans Black Mirror, avec la clé USB qui conserve la conscience d'une personne et peut la transmettre. Il y a des éléments de réponse aussi. On avait fait un projet dans l'équipe INREV avec Chuyin Chen et Céline Thomas sur la conservation de l'art numérique. C'était un projet avec la BNF. Et l'une des hypothèses qui était donnée, ce n'était pas forcément de conserver l'œuvre, mais de conserver son processus de création. Un peu à la métaphore des temples japonais qui tous les ans sont démontés et remontés pour transmettre à la génération suivante le savoir-faire, plus que l'œuvre elle-même. Et en fait, finalement, là, notamment Yann-Min, quand tu fais des conférences pédagogiques, finalement, tu transmets aussi une part de toi, mais pas sous une forme d'ADN, mais une forme de transmission de savoir qui est distribuée finalement dans les différents corps présents. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est le vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus immortel dans l'univers actuellement que la vie. Et en fait, c'est des nouvelles théories de l'information qui émergent actuellement. Je conseille un livre qui s'appelle le fil de la vie, qui est excellent, qui est écrit par des scientifiques, et où on analyse maintenant le vivant à travers la notion d'information. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'immatériel qui se transmet, qui se sert de la matière à travers le vivant pour assurer sa propagation, sa pérennité. Donc, Moya et moi, en réalité, nous avons au moins 4 milliards d'années. Comme tous ici. C'est vrai. Et je voudrais ajouter une chose, et avec la naissance de l'NFT, et ça va développer beaucoup plus l'importance ou les moyens qu'on va chercher pour conserver ce type d'art. Parce qu'il y a beaucoup d'argent implicite, et je pense que c'est aussi, s'il y a des œuvres qui existent encore artistiques, c'est parce qu'il y a des humains qui sont, comme on dit, là, sont soutenus pendant les temps.
et qu'ils les ont gardées et que c'est pour ça qu'ils sont là et qu'ils sont une partie importante de notre société. De la même façon, avec les NFT, avoir les pouvoirs donner en valeur une œuvre artistique d'une façon unique. Et peut-être ça va permettre de développer aussi des technologies qui vont permettre de conserver cette œuvre digitale. Je pense que dans ce sens-là, c'est de nouvelles réponses peut-être. C'est pas fait, mais c'est une nouvelle voie pour avoir cette non-pérennité des œuvres artistiques digitales. Merci André, c'était exactement la deuxième question aussi que je voulais aborder, c'est cette question des NFT et de votre rapport par rapport aux NFT et à l'art numérique, parce que c'est en tout cas, ça a été dans l'actualité le mois dernier. Est-ce que vous y voyez, voilà, comme André, c'est une façon de pérenniser les choses, ou du moins alors c'est pas de tangibiliser l'art numérique, mais c'est de lui donner une valeur intrinsèque, même numérique pour le numérique en fait. Alors, je ne sais pas si Yann est déjà des œuvres en NFT. Non, il ne m'entend peut-être pas. Oui, parce que moi, je vous ai montré tout à l'heure, justement, sur mon île, il y a une galerie. Ça, c'est un Italien qui est spécialiste de la blockchain et qui m'a proposé de vendre mes œuvres donc, sur les sites comme Rarible ou OpenSea. Donc, je les ai mis, mais c'est vrai qu'on a fait une exposition qui montrait des œuvres vendues dans Second Life il y a très longtemps. En 2007, on vendait des œuvres dans Second Life, mais dans le monde réel, c'est-à-dire dans des expos. Mais c'était plus un jeu, en fait. Au départ, c'était plus pour dire que les gens achetaient des œuvres, ils donnaient 5 euros, 10 euros, mais ça n'avait pas un but réellement commercial, puisqu'en réalité, souvent, je les donnais aussi. Donc, c'était plus pour s'amuser. Mais c'est vrai que c'est un rêve, de toute façon, depuis très longtemps, de pouvoir éventuellement, pas forcément commercialiser, mais au moins transmettre des œuvres virtuelles. Et c'est vrai que le NFT, ça peut le permettre. Maintenant, je ne sais pas trop. Moi, j'ai mis un certain nombre d'œuvres sur Rarible et sur OpenSea. Bon, j'attends que les choses bougent. Je ne sais pas à quel point vous connaissez la technologie derrière, mais ce n'est pas l'NFT ou les tokens pour lui-même qui va conserver la pièce. C'est plutôt les valeurs qui va avoir chaque pièce, qui va mettre à des experts, des scientifiques, des informaticiens à développer cette technologie. C'est plutôt que ça va venir dans la technique et pas dans la valeur. Bon, la valeur, c'est celui qui va nous faire bouger à trouver les techniques, mais pas vraiment les NFT pour soi-même. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Si, ouais. C'est une sorte de certificat de propriété, en fait, le NFT, mais qui légitimise finalement et rend visible des œuvres qui sont censées, notamment les œuvres numériques qui sont duplicables à l'infini, comme les photographies. Là, en fait, ça montre que quelqu'un en est le bénéficiaire original, tout en garantissant que la copie est toujours possible. Mais la copie n'est pas l'original. C'est assez particulier. Moi, mon avis sur les NFT comme les blockchains et les crypto-monnaies, c'est que de toute façon, c'est une des plus grandes révolutions. C'est-à-dire, nous sommes en train de vivre actuellement l'équivalent de la Renaissance, puissance 10 000. Et ce qui vient de se produire avec les NFT, en particulier avec Beeple, moi, j'ai eu 3 orgasmes quand j'ai découvert le truc il y a quelques semaines, là. C'est quand Christie's, c'est en fait, moi, là où je jubile, c'est que j'appartiens à un courant artistique qui est la science-fiction, le cyberpunk et la figuration réaliste, qui a été évacué du secteur des arts plastiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'elle a été suspectée du fait de la figuration réaliste était utilisée par la propagande allemande et la propagande communiste. La figuration réaliste a toujours été suspecte d'être l'expression d'un totalitarisme. Et les démocraties ont évacué du secteur des arts plastiques tout ce qui appartient à la science-fiction. Mais vraiment, c'est-à-dire, c'est pas juste une parano que je fais. Vous pouvez même pas les compter sur les doigts de la main, les expositions de science-fiction qu'il y a eu à Beaubourg ou dans les musées d'art moderne en France. C'est-à-dire, il a fallu attendre que Möbius soit proche de mourir pour que la Fondation Cartier fasse une exposition Möbius. Et moi, mes premières œuvres qui ont été exposées à Beaubourg,
un des conservateurs de Beaubourg a refusé de la mettre dans le CD-ROM de Beaubourg à la fin des années 90 en disant ce n'est pas de l'art. Pourquoi? Parce que c'est de la science-fiction, c'est l'esthétique de la science-fiction. Mais la figuration réaliste a continué, c'est-à-dire elle est sortie du champ des arts plastiques, mais elle a poursuivi sa vie à travers les jeux vidéo, à travers le cinéma, à travers la photographie, de façon totalement massive. Et alors là, le truc de ouf, quand j'ai vu que Beeple avait vendu 60 millions de dollars, un truc, alors ça ressemble à du conceptuel, hein, on voit plein de petits points, machin, sauf que quand tu zoomes, bah c'est Beeple. Beeple, il travaille avec des logiciels de 3D et il fait des images de science-fiction pure et dure depuis des années. Et il fait partie du secteur précisément de la figuration réaliste. Donc, et tout ça s'est produit avec la révolution des blockchains, hein, et de la crypto-monnaie qui s'est affranchie précisément. On vit un empowerment créatif planétaire, même au niveau de l'argent. C'est-à-dire que nous sommes affranchis de la pyramide des galeries, de tout le système télévisuel, de cette grande pyramide du pouvoir qui filtrait l'accès à la diffusion de nos œuvres, et l'argent a fait exactement la même chose avec les crypto-monnaies. Actuellement, c'est un affranchissement total, et tu as toute une nouvelle génération d'acheteurs, hein, qui sont des billionnaires de la crypto-monnaie, qui se mettent à acheter des choses à leur image. Un des plus beaux exemples que j'ai là, c'est comment il s'appelle, c'est Soutou. Si vous cherchez Soutou, un jeune artiste australien qui fait de la réalité augmentée, qui a une esthétique très science-fiction, BD, etc., et qui s'étonnait il n'y a pas très longtemps, hein, qu'il ait vendu 70 000 $, une GIF animée, juste une séquence de GIF animée sur un des sites de crypto-art. Et c'est pas rien, c'est-à-dire c'est même énorme, parce que c'est. Alors après, je suis allé sur le site explorer, voir quelles étaient les œuvres qui étaient diffusées. Alors évidemment, Soutou est déjà une célébrité, hein, c'est-à-dire que c'est pas le premier venu qui est un inconnu total. Moi, par exemple, j'ai essayé d'aller sur de m'inscrire sur. Je me suis fait jeter. Je ne suis pas assez connu. Moya aura beaucoup plus de chances de réussir à intéresser les galeries parce qu'on reproduit le même système pyramidal à l'échelle des cryptocurrencies, etc., des nouvelles stars. Mais ce que je trouve intéressant dans la révolution, c'est le changement d'esthétique, mais qui s'est fait comme ça, pouf, c'est-à-dire en quoi? En quelques mois, hein, c'est-à-dire en un an. L'art de la science-fiction, du cyberpunk, etc., est quasiment devenu un art officiel. En plus, il y a une accélération de la création, de l'évolution des champs esthétiques et artistiques à une vitesse exponentielle en ce moment. Enfin, ça, c'est mon impression du moment. Il faut dire aussi que la crypto-monnaie est déjà utilisée depuis longtemps par les graffeurs qui mettent des QR codes en bas de leur tag, pas trop en France, mais dans d'autres pays, pour se faire donner ce qu'on appelle des tips, c'est-à-dire des pourboires, si les gens aiment bien leur graphe avec leur portefeuille de crypto-monnaie, ils peuvent donner quelque chose aux graffeurs. Et ça se fait beaucoup dans certains pays. J'en ai très peu vu en France, mais ça se fait beaucoup depuis pas mal de temps, d'ailleurs depuis presque 5 ans. On voit ça sur certains graphes. Et moi, je voulais reprendre la distinction que Yan Min a fait entre l'art numérique, l'art virtuel, et pour reprendre la catégorie de Karl Popper, et puis l'art contemporain. Et c'est vrai qu'on a noté ce vrai divorce entre l'art virtuel d'un côté et l'art contemporain, où l'art virtuel a été considéré comme étant conservateur parce que conservant justement la figuration, recherchant un réalisme. Voilà. Et donc, du coup, c'est le dernier tournant, c'est le retournement, si je comprends bien, avec une montée en puissance de l'art virtuel. Moya est le contre-exemple. Hein, c'est-à-dire qu'il s'inscrit à 300%, à la fois, il est à cheval entre les arts numériques, la science-fiction et les arts plastiques. Donc, il y a quelques artistes, quelques auteurs qui sont assez rares, qui sont entre les deux univers. Et en particulier, Moya a une très très grande notoriété, célébrité. Hein, il fait partie, pour moi, vu de l'extérieur, hein, je dis, il fait partie des grands des arts plastiques. Hein. Il côtoie Ben, il est coté, il a son activité. Donc, il ne peut que rentrer un peu en contradiction avec mon discours. Hein, c'est-à-dire que j'ai un contre-exemple à mon discours. Par contre, c'est justement très intéressant de vous avoir tous les deux. Absolument. Mais Moya, justement, je l'ai rencontré dans le cyberespace.
C'est-à-dire que c'est un artiste, moi je dirais, c'est un des rares artistes des arts plastiques qui est aussi présent dans les arts digitaux numériques, dans la cybersphère, dans ce cyberespace spécifique. Après, ce cyberespace du jeu vidéo, ce monde du jeu vidéo a sa sphère qui n'est pas du tout négligeable. C'est plutôt, moi j'aurais tendance à dire, c'est plutôt les arts plastiques avec l'histoire qui a eu tendance à s'isoler, à se fermer et à se sortir du courant de l'histoire, à s'enfermer dans une espèce de bulle qui fonctionne très très bien, qui a son économie qui fonctionne, qui a tout ça qui fonctionne, mais en évacuant, en excluant tout un champ de la création artistique qui est précisément le champ de alors très très précisément le champ de la science-fiction. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que moi, je l'ai vécu parce que j'ai commencé à exposer à Beaubourg, j'ai commencé à rentrer dans le secteur des arts plastiques, c'est du vécu pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le malheur de continuer à travailler cette esthétique-là et en plus de m'attaquer au fétichisme, au sadomasochisme et aux autres esthétiques. Et là, petit à petit, les galeries, les musées ont commencé à me renvoyer mes œuvres. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas les exposer, soit pour des raisons parce que ça ne collait pas avec l'esthétique du moment, soit parce que je touchais à des choses qui étaient dans la modernité, mais qui ne pouvaient pas être présentées dans un cadre d'exposition, de musée, etc. Et j'ai vécu un moment de grande dépression, comme tous les artistes le vivent, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans les années 90, la porte s'est fermée, la porte d'exposer, de pouvoir présenter mes œuvres s'est fermée. Et j'ai été sauvé littéralement par un pote qui me dit en 97, mais est-ce que tu sais coder du HTML parce que tu pourrais créer ton site web? Et du coup, j'ai codé mon site web en HTML, et là, le truc hallucinant qui m'est arrivé, c'est que je me suis retrouvé connecté avec des millions de gens, des milliers, j'exagère, des milliers de gens qui étaient sensibles à ce que je faisais. C'est-à-dire mon œuvre, mon art, mon esthétique rentrait en plein, correspondait parfaitement à l'esthétique du cyberespace de l'époque. Et du coup, je n'étais plus tout seul. C'est-à-dire que je n'étais plus tout seul dans mon coin à faire mes trucs de science-fiction, qui étaient quand même un plastique science-fiction, et j'ai découvert que j'avais un public. Et ce public a augmenté. Je l'ai vu, on l'a vu avec les jeux vidéo, avec maintenant le virtuel, etc. Ce public est devenu massif. Et la science-fiction est devenue, en plus, qui était un truc complètement marginal, qui t'isolait quand tu travaillais dans ce secteur-là au siècle dernier, au millénaire dernier, est devenue maintenant une espèce de monstre incontournable. Et tu sais, il y a eu une inversion, tu vois, radicale. Donc, moi, je le décris à travers mon vécu personnel, avec cet acmé, si tu veux, qui a été Beeple il y a quelques semaines. Beeple lui-même qui dénonce, il a vachement de recul, il dit « mais c'est du grand n'importe quoi ce qui est en train de se passer ». Sauf qu'il s'est quand même fait 60 millions de dollars. Quoi. Voilà. Donc c'est une analyse, moi, toutes mes analyses, c'est basé sur mon propre vécu. Parce que comme ça, je suis à peu près sûr de ce qui se passe. Après, on peut dire, non mais Yann, là, t'es parti en live total et ça correspond à rien, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est le point de vue que je défends et que je trouve qu'en analysant tout ce qui se passe autour de nous, c'est flagrant, quoi. C'est flagrant qu'on est en train de vivre une espèce de bascule esthétique. Alors, j'ai un peu interpellé Patrick. Je suis sûr que tu vas... Non, bon, je ne sais pas si je suis. Moi, je crois que malheureusement, je suis d'aucun côté. Donc, je suis ni vraiment dans l'art contemporain, ni vraiment dans l'art plastique, ni vraiment complètement dans le monde virtuel, parce que je suis parfait nulle part, en fait. C'est un peu le problème, mais c'est mon style, en fait. Mais je crois aussi que pour parler de l'art contemporain, le problème, c'est que l'art contemporain est devenu un médium à part entière. C'est avec ses propres codes. Et j'ai peur, justement, que l'art contemporain. Moi, j'étais passionné, même quand j'avais 16 ans, je lisais les revues d'art contemporain. Et après, je suis rentré à la Villa Arson. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que l'art contemporain est devenu un médium, mais comme il y a la cuisine, comme il y a la BD, comme il y a d'autres choses. C'est-à-dire c'est une niche parmi d'autres, avec un certain nombre de codes d'exposition, sur ce qu'on appelle le white cube, en fin de compte, et que du coup, il y a aucune possibilité de sortir de cette niche. C'est-à-dire que si on est dedans, on y est. Dès qu'on a justement la moindre porte ouverte, on n'y est plus. C'est-à-dire on est aspiré à l'extérieur. Et donc, il n'y a pas de choix, en fait. Il n'y a aucun choix. Et je pense que ce qui se passe en ce moment avec la blockchain, il faut dire la blockchain. À chaque fois, je disais le blockchain, en fait, c'est la blockchain. Avec Beeple, je pense ce qui s'est passé, avec d'autres choses, avec ce que tu fais, c'est que je pense qu'il va y avoir un moment donné où le musée va être obligé, non pas de rentrer dans le monde virtuel, justement, mais simplement que tout ça s'associe, en fait, que tout se mélange et que tout s'associe. Et qu'on ne pourra pas se passer de l'association de tout cet ensemble, peut-être d'une nouvelle manière, c'est avec de nouvelles façons de voir les artistes,
avec de nouvelles visions, peut-être même qu'on n'imagine pas forcément, parce que quand on regarde, ça va tellement vite. Il y a des choses qu'on n'imaginait pas. Il y a des choses il y a 10 ans, on n'imaginait pas sur Internet. On n'imaginait pas qu'on allait passer notre vie à regarder des vidéos sur Internet. On n'imaginait pas qu'on regarderait peut-être même plus les émissions de télé, mais qu'on allait regarder que des vidéos sur YouTube, etc. Enfin, tout ça, ça va tellement vite que je pense que le musée, tel qu'il est, c'est-à-dire tel qu'il est avec le White Cube, avec cette idée d'un média spécifique pour des artistes spécifiques qui ne travaillent que pour ce médium-là, ça ne peut pas continuer éternellement. Ça continue tant qu'il y a un public. Il y a toujours un public pour ce type de médium qui connaît l'histoire, etc. Mais plus les médias vont vite, moins il y a d'histoire et moins les artistes pourront raconter l'histoire en disant par rapport à telle expo qu'il y a eu avant, je fais telle chose légèrement différente, donc c'est plus intéressant. Ou les critiques qui vont raconter une sorte d'historicité, alors qu'on est maintenant dans l'instantanéité complète. C'est-à-dire, c'est pour ça que sur mon île, moi, ce qui m'intéresse, c'est de tout mettre, ce que j'ai fait autrefois et ce que j'ai fait aujourd'hui se superpose, en fait. Il y a pas tout se voit en perspective, tout se superpose. Il n'y a pas d'histoire. J'essaye de ne pas raconter une histoire linéaire, même si je suis un peu vieux, donc j'ai encore tendance, des fois, quand on m'interroge, j'ai tendance à raconter mon histoire en disant, quand j'étais jeune, j'ai fait ça, c'est pour ça que ça est arrivé, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, l'artiste avatar ne pourra plus raconter une histoire linéaire dans le temps, mais ça sera une espèce d'avatar présent comme ça, avec tout sera autour de lui comme une espèce de virus qui pourra s'accrocher partout. Il contiendra l'ensemble de ces informations sur lui-même, avec lui-même, immédiatement. Il n'y aura pas d'histoire, je pense. Et c'est ça qui va, je pense, transformer l'art contemporain. Et il va se transformer petit à petit obligatoirement. Sauf que les musées, évidemment, sont des structures tellement lourdes, avec des bâtiments, avec des employés, c'est tellement lourd que c'est très difficile de bouger, évidemment, puisqu'il y a des grosses structures. Et que c'est exactement l'envers d'Internet. Internet, c'est la neutralité du réseau. Et le musée, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas du tout la neutralité. C'est un lieu de cooptation, c'est un lieu où il faut très longtemps avant de pouvoir s'introduire. Donc, c'est exactement l'inverse d'Internet. Mais il y a un moment donné, entre le musée et Internet, c'est assez facile de savoir qui va gagner. C'est pas très compliqué de connaître la fin de l'histoire. Il faudrait peut-être conclure parce que… Ouais. Oui, je pourrais vous laisser parler, mais ça serait très bien. Mais moi, je dois partir, en fait, dans une minute. Alors, pour conclure, c'est intéressant parce que finalement, on a mis le musée au milieu. Donc, du coup, comme l'écrivait Jean-François, le musée est le médium. Le musée est le sujet de l'artiste. Voilà. Et donc, il y a un combat entre des musées virtuels et puis des musées réels. Pour résumer, pour reprendre les différentes positions. Et à l'intérieur de ce combat, eh bien, on se demande qui est-ce qui peut gagner. Et en fait, on n'a pas besoin de gagnant puisque c'est le système qui va gagner. Et on pourrait se dire, pour finir, que c'est la pluralité de toutes ces démarches, la pluralité des temporalités qui va être peut-être la gagnante puisque ça ne peut jamais mourir du coup. Parce qu'il y a tellement de matériaux différents, de temporalités différentes, on ne va pas dire, tiens, il n'y a plus qu'Internet, non, il n'y a plus que les musées matériels, il y a cette continuité peut-être, on pourrait dire, tiens, le médium va se poursuivre. Excuse-moi, mais justement, je rebondis sur cette notion de différentes matérialités et continuité, c'est qu'en réalité, vous êtes tous dans mon trip d'acide. C'est-à-dire que ce que je vis là actuellement est tellement improbable de communiquer à travers un réseau téléphonique avec des gens dans le monde entier et d'exposer des œuvres dans le cyberespace. C'est totalement improbable. Donc, je pense que je suis toujours dans mon trip d'acide que j'ai pris dans les années 80 et je suis toujours pas redescendu. Donc là, moi, je suis dans ma temporalité personnelle totalement déconnectée, en fait, de la réalité du monde dans lequel je dois être encore dans les années 80. Voilà, ça sera ma conclusion. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas te convaincre dans ce cas-là. Bon, ben, au revoir et merci beaucoup. Ça a été vraiment un moment hyper intéressant sur les musées, puis sur l'art en général, et les différents types d'art qu'on a pu confronter en fin de parcours. Alors, je vous remercie, puis au revoir et à bientôt, j'espère. Et merci Suzanne pour cette belle journée très très riche. Ouais. Donc,
Merci, au revoir à tous. J'ai plus d'image. Ah, Eric. Non, je dis juste au revoir, j'ai plus d'image, c'est pas grave. Au revoir à tous et un grand merci. C'était un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci à Yann-Min, parce qu'à chaque fois, j'apprends des choses sur moi-même avec Yann-Min. C'est ça qui me confirme que je suis dans mon trip. Hein. C'est Oui. totalement improbable. À bientôt. Merci à tous, à bientôt. Bon, Bon, elles sont venues me le donner directement. bon bah, on l'accroche alors. Voilà, ça y est. Parce que je veux quand même aller le rouvrir. Je ne l'aurais pas fait, Ah, mais comme tu étais en conférence, je voulais pas qu'elle insiste. Ah, voilà. Ça y est. Bon, ben, c'est bon. On va retourner. Un, deux. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Oui, j'entends. Ça y Tu est. m'entends? J'avais complètement oublié que Second Life était encore actif. C'est le piège, le piège total. Non, mais je t'entends que maintenant, là. Je sais pas si. Tout à l'heure, je te voyais bouger les bras, mais je t'entendais pas. Ouais, c'est bizarre. Bah, c'est les mystères de toutes ces mises en abîme électroniques là. Parce qu'effectivement, coup de chance, le son dans Second Life n'a pas été activé. Sinon, ça aurait sûrement fait du feedback. Donc là, Non, mais en fait, quand tu parles dans Second Life, ça ne passe pas à travers le. Ça ne passe pas. Le son des autres avatars, oui, mais pas à travers Zoom, c'est ça. Ouais. Mais en général, d'ailleurs, dans Second Life, on n'entend pas le son de... Sauf sur OBS, si tu mets le son de la. Je crois qu'il faut mettre son propre son. Non, d'ailleurs, dans OBS, il faut que tu enregistres ton micro si tu veux t'entendre. Ça doit être. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai toujours pas résolu d'ailleurs. Oui, sinon, tu entends tous les avatars sauf toi. Moi, ça m'est souvent arrivé de faire des guidés filmés. Et à la fin, on m'entendait pas, moi. J'avais oublié de mettre mon micro. Parce que, heureusement, effectivement, ça fait de l'arsène quand ça fait des heures. Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, mais c'est cool alors c'est super cool que tu sois passé. Sur ouais, non, c'est marrant. Ouais. Sur la je ne savais pas que tu avais cet endroit ici, en fait. Oui, bah j'ai quand même gardé un petit espace, tu vois. J'ai quand même gardé un petit espace pour pouvoir de temps en temps faire des petites conférences ou raconter des trucs dans Second Life, quoi. Ça me coûte quoi? Ça va me coûter à peu près 10 euros par mois. Tu vois. Ah, seulement? Ah bon. Allô? Ah oui, c'est pas cher. Bah, tu sais, c'est la cible minimum, hein, elle fait 1024 square meters. Tu vois? Ah ouais. La minimum, c'est 512. Donc, je l'ai doublé. Donc, elle fait, ouais, c'est ça, elle fait 1024 square meters. Ah, mais tu es sur le mainland. Tu es sur le mainland. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai un petit terrain sur le mainland, mais je sais plus, je sais même plus comment, si je paye quelque chose, je crois pas. À l'abonnement premium. Ah oui. Bah, si tu as l'abonnement premium, de toute façon, tu as droit à 1024. Non, 500. Oui, c'est ça, mais moi, j'ai que 500, parce qu'il faudrait que je grandisse le terrain. Ouais. Bon, c'était très sympa tout ce que tu m'as dit, je suis content. c'est très gentil. Non, moi, j'arrive moins à m'exprimer que toi, j'arrive pas à trouver des mots. Mais... Oui, t'as vu, je suis un infernal bavard, moi. Bon, non, mais en plus, tu as des analyses à chaque fois qui sont très bien documentées. C'est vrai que... Non, mais quand je dis que j'apprends des choses, c'est Elle lui dit bonjour de ma part. Des fois, j'essaye de noter les mots que tu emploies parce que je me dis qu'il faudrait que je ressorte dans les conférences. Et avant, il faudrait que je lise ce que ça veut dire parce que je renseigne. Mais ça m'arrive, en écoutant tes conférences, après, je vais sur Wikipédia et je cherche à savoir... Par exemple, grâce à toi, j'ai lu des choses autour de Teilhard de Chardin que je n'avais jamais vraiment lu, en fait. J'avais entendu que tu parlais de Teilhard de Chardin par rapport à oui. Ah oui, c'est génial, Teilhard de Chardin. C'est passionnant. Oui, j'avais jamais vraiment compris Teilhard de Chardin. Je connais moins, mais j'avais... Oui, non, mais il en fait des tonnes aussi. Hein. C'est-à-dire, t'as le bonjour de Linda, en fait.
qui était là. Ah oui, bonjour. Elle est là, non? Elle est Bonjour, là, Patrick. elle est à côté de moi, mais elle n'est pas dans Bonjour. Second Life. Non. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, ben voilà, il a été brillant comme d'habitude. Hein. Ah, super. Super. Ah ben là, derrière toi, tu as Camérina. Là, c'est Camérina qui me fabrique tout ce qui est Animesh et 3D. Elle est spécialiste. Elle connaît bien Unity aussi, d'ailleurs. Ah oui? Bonjour Camérina, si elle est là. Elle est derrière toi, en fait. Ouais, ouais, je vois. Je vois sur le... Je suis revenu sur... Je crois qu'elle connaît Unity, il me semble. Oh, bah, Unity est devenu un peu incontournable, de toute façon. Ah, moi, je m'y suis mis pour VRChat, mais c'est pas évident. J'ai pas tout compris. Donc, du coup, j'ai fait un truc très simple. Et alors, tu as vu qu'en dessous, il y a si tu veux, on peut aller le visiter, vite fait. Tu as un téléporteur ici, et il y a 3 étages, en fait. Il y a le rez-de-chaussée où il n'y a rien, et juste en dessous, tu cliques, et c'est le niveau intermédiaire, et il y a le bateau violon. Donc, il faut... je sais pas si... Ah oui, non, si, voilà. C'est dans le vide, c'est normal. il faut, oui, c'est mal foutu. Il faut monter sur le bateau violon. Ah oui. Donc il faut sauter. Je sais pas pourquoi ça bloque. Voilà. La Camérina, elle a fabriqué le vaisseau de... C'est quel vaisseau qu'elle a sur mon île? Dans le ciel, elle a le vaisseau de Jules Verne, du capitaine Nemo. Ah ouais. Ah, génial. Le Nautilus. J'entends un son, d'ailleurs, c'est chez toi? Sans doute, oui. Il y a des trucs qui sont en train de tourner, là. Visiblement. J'entends la voix. Ça doit être un média, alors. Ah oui. C'est possible. C'est le bordel. Ah non, mais c'est une voix de femme qui dit quelque chose. Ah bah, il doit y avoir un de mes vidéos qui tourne, alors. Oui, oui, t'as dû déclencher la vidéo, une des vidéos. Ouais. Qui est derrière toi, je pense. Si ça se trouve, tu l'entends. Moi, je l'entends pas, c'est curieux. Donc, ça doit être juste pour toi. Bon, c'est les médias, il faut enlever les médias, c'est tout. Ouais. Voilà, et ben donc là, tu vois, je m'en sers comme... de temps en temps, je fais des conférences, je suis invité par... justement, celle qui a, tu sais, qui a, comment ça s'appelle, qui est sur ta sim, qui a l'after. Oui, Raven, Raven, voilà. Maintenant, parce qu'elle avait perdu l'after, et du coup, elle m'a demandé si elle pouvait le mettre sur mon île temporairement, puis maintenant, elle s'est installée. Donc, on a installé, ça fait venir du monde, et puis c'est pas mal. Bah ouais, du coup, ça me sert à ça, quoi. C'est un espace qui me permet de faire des démos dans Second Life. Je pense que c'est des gens de Second Life qui m'invitent. D'ailleurs, je crois qu'on a une émission, elle veut faire un talk show, je crois, avec, je sais plus quand. Oh bah ça serait top, ça serait top. Et alors, tu as mes bouquins érotiques. Là, par terre, tu as mes dessins, justement. Les questions, les dessins qu'elle avait posés. Ça aussi, c'est la question qu'elle avait posée sur le fait de... Mais alors, justement, je t'ai pas posé la question en direct, là, tout à l'heure, mais tu m'as bien dit quand même que tes revenus viennent essentiellement du travail traditionnel, de la peinture. Le dessin de la peinture, tu gagnes très peu d'argent. J'avais calculé une année que grâce à certaines affiches que je faisais dans Second Life, c'est-à-dire que je faisais beaucoup plus facilement dans Second Life, j'avais gagné quasiment de quoi payer l'île. J'avais fait des affiches pour les départements. Mais en réalité, même si je n'avais pas Second Life, j'aurais fait quand même les affiches. Mais bon. Mais disons que ça m'a quand même apporté assez pour financer le... C'est ça. Donc, tes revenus viennent de l'espace physique, si je puis dire. Oui, mais malgré tout, j'ai remarqué que Second Life fait quand même un certain buzz, disons. Ça donne une impression, il faut être franc, ça donne une impression de modernité qui fait qu'on se dit, ah ben, il est en avance, c'est un peu naïf, mais donc ça crée une espèce de vision chez certaines personnes qui est, bon, c'est un artiste d'avant-garde, donc le fait de montrer ce qu'on a fait avec Eric Léon, par exemple, ça a beaucoup impressionné les gens. Alors, ce qui est amusant, ça, j'en avais oublié de le dire, c'est que maintenant, pour que les gens puissent voir le musée virtuel, on le fait en 3D. Comme les vrais musées, on est obligé de faire des visites 360. Ça, c'est assez marrant. Ah oui. Je
je sais pas si tu connais d'ailleurs ce système. On peut faire des photos 360 dans Second Life maintenant. Ah, c'est bien ça. Avec c'est un des viewers bêta de Second Life. Ça s'appelle Second Life Project 360. D'accord, intéressant. Oui, parce que le seul souci, c'est que si il faut régler un truc très particulier, c'est l'occlusion. Parce que sinon, quand tu fais la photo, l'arrière, ce qui est derrière toi n'est pas chargé. C'est vide. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est intéressant. pas mal parce que pour beaucoup de gens, on dit c'est extraordinaire ce que vous faites à cause des trucs 360. Ils n'ont jamais eu le courage de rentrer dans Second Life. Oui. Ils ont regardé dans. Oui, c'est ça. Bah, c'est la vidéo, quoi. La vidéo reste reste le seul médium de pérennisation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, justement, sur la question de la pérennité, il faut constamment faire des vidéos pour pouvoir montrer des choses qui n'existeront plus dans 10 ans, dans 20 ans, quoi. Tu vois? Là, par rapport, et donc, parce que les dispositifs informatiques sont tellement complexes qu'ils ont une obsolescence très forte. Et dis-moi, une autre question que je voulais te poser. Donc, où est-ce que tu exposes tes NFT? Je veux dire, parce que moi, j'arrive pas à trouver. Alors moi, je les mets sur Rarible et sur OpenSea. D'accord. OpenSea, c'est très facile. Il n'y a pas besoin d'être accepté sur OpenSea. Ah, ok. Sur Rarible, tu peux les mettre aussi, mais c'est assez cher. Et tu n'es pas obligé d'être accepté, mais c'est mieux d'être accepté pour pouvoir ensuite être diffusé. Par contre, sur Super Rare, par exemple, alors là, c'est tellement super rare que moi, ils m'ont refusé. Ah, toi aussi, bah, c'est ça. C'est leur nom. Enfin, ils m'ont refusé, ils m'ont jamais répondu, si tu veux. Donc, ouais, alors moi, ils m'ont répondu, ils m'ont dit peut-être dans quelques mois si on a le temps. Oui, mais c'est ça, voilà, oui, c'est la même chose. Oui, là, et je crois qu'ils n'ont pas trop envie, ils comprennent pas trop les artistes réels, en fait. Ouais. Ils ont une réticence quand tu es réel, c'est-à-dire que tu as fait aussi des choses en réel. D'accord. Ah, ça expliquerait. Mais l'autre, tu l'appelles Super Sim ou Super Sim? Non, tu as OpenSea. Ouais. D'accord. Et là, mais tu as quand même, le problème, c'est qu'il y a quand même des frais à la base, quoi. En réalité, moi, là où j'ai un peu quelques doutes, c'est qu'en fait, sauf si tu vends plusieurs millions ou plusieurs milliers d'euros. Oui, ça te coûte de l'argent. Tu dépenses plus pour mettre tes NFT, même si tu les vends, que tu peux gagner. C'est ça. Oui, mais toi, je pense que tu devrais vendre quand même parce que tu as une vraie notoriété. Non, mais là, l'Italien qui m'a fait mettre a voulu que je mette trop cher, et moi, je lui avais dit qu'il faut mettre très bas, les gens achètent et ensuite se le revendent. Et en fait, il a voulu le mettre très, très cher, et puis finalement, je crois qu'en fait, il y avait aussi une part d'illusion. J'ai l'impression que certaines ventes, en fait, pas des fleurs, mais certaines ventes sont des gens qui se rachètent eux-mêmes. Que c'est la même stratégie qu'avec les commissaires priseurs. Ils se rachètent pour montrer qu'ils vendent, parce qu'on sent que l'obsession de certains artistes, c'est d'être en premier dans les ventes. Ouais. Et on a l'impression qu'en fait, c'est des fausses ventes, parce qu'il y a des trucs, je me dis, c'est pas possible. C'est impossible que certaines. Encore des fleux, il est déjà connu d'avance. Moi, je connaissais avant. Bah oui, on le connaissait tous. Il y en a d'autres qui sont connus dans d'autres domaines, mais des gens qui font des trucs qui n'ont pas trop d'intérêt, qui ne sont pas connus et qui vendent sans arrêt des $3000 au truc, ça m'étonne un peu. Ouais. J'ai l'impression que c'est le même système que les ventes aux enchères. Ouais, c'est ça, ouais. Ils font certaines galeries, tu mets en vente, tu payes juste les frais. Ouais. Puis tu fais monter ta cote, ouais. Ouais, t'as raison. Ils sont. Parce que c'est on m'a suggéré, parce qu'évidemment, ces sites-là, ils vivent de ça, en fait. Ouais, c'est ça, oui. Il y a plus des artistes qui se font monter leur cote que des vraies ventes, en réalité. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, Desples, il vend principalement à partir de son propre site, en fait, qui certifie ses œuvres. Ah ouais. Donc, c'est très différent. Oui. Pour ça, je me demande quand même s'il y a une grande part de. Bon, ça ne veut pas dire que ça n'a pas un intérêt à long terme. Mais je pense que là, pour l'instant, c'est bien de le faire, mais je ne suis pas sûr que ça puisse avoir grand. Ok. Alors après, il essaye de me faire ma promotion. D'ailleurs, si ça t'intéresse, cet Italien, il fait un peu de promotion sur comment ça s'appelle, sur Twitter, tout ça.
Bah là j'ai un Français qui veut monter une galerie qui m'a contacté. Mais j'attends de ses nouvelles. Il voudrait mettre des artistes français pareil en NFT. Moi, j'ai eu un contact sur Monaco, quelqu'un qui m'a parlé de ça aussi, mais tu vois rien quand on pose des questions vraiment, après, on n'a plus trop de réponses. Bah c'est pas simple. Hein. Moi, il y a déjà. C'est le coût, c'est surtout le coût financier. Exactement. Moi, n'imaginez pas le coût financier. C'est-à-dire, pour créer une collection sur Rarible, c'est minimum 200 euros pour créer la collection. Non, même plus. Et après, pour mettre une œuvre sur Rarible, c'est minimum 90 euros, je pense. D'accord. Pour mettre une œuvre. Alors, si tu vends ton œuvre à 10 dollars. Ouais, d'accord. Bah, c'est bien, tu me confirmes un truc, parce qu'il y a quelques années, j'avais commencé à essayer de créer mes propres NFT avec Ethereum. Et je m'étais dit, mais ça va me coûter vachement cher de fabriquer ce truc-là. Ah oui, ça peut revenir vite assez cher, sauf sur OpenSea, où une fois que tu as créé ta collection, c'est gratuit. Et après, tout ce que tu mets est gratuit. Donc, si tu veux vraiment mettre beaucoup, là, ça vaut le coup. C'est ce que m'avait conseillé cet Italien. D'accord. C'est lui qui m'a entièrement guidé pour le truc. Il m'a envoyé des mails et tout. Et donc, il m'a dit que sur OpenSea, il fallait payer pour la collection, mais après, c'est gratuit pour tout ce qu'on met. Ah, génial. Bah, merci, c'est super alors plan. Que sur Rarible, tu payes à chaque fois. À chaque fois, tu payes. D'accord. Et donc, plus cher que le coût que ce que peut coûter une œuvre de ce type, si t'es pas très connu dedans, parce que c'est pas le coup d'être connu en réel, c'est vraiment être connu par les gens qui sont là-dedans. Et en plus, il y en a de plus en plus. C'est vraiment des quantités d'œuvres. Oui, c'est ça. C'est en train de reproduire toutes les hiérarchies traditionnelles, quoi. Ouais, je sais pas. Après, il faut regarder, mais il n'y a que OpenSea où apparemment c'est assez simple. Et après, il y a Decentraland, qui est le monde virtuel consacré à la blockchain. Et le problème, c'est que là, maintenant, si tu veux acheter un terrain, il est à minimum 6 000 euros. C'est plus petit. C'est l'équivalent de ce que tu as ici, par exemple, c'est 6 000 euros. Où ça? Sur Decentraland. C'est quoi? Je connais pas. On peut rentrer dans Decentraland. Moi, j'ai cet Italien a une galerie pour l'instant qui lui a prêté. Il m'a exposé 2-3 trucs. Mais tu peux plus acheter un terrain. Donc ça aussi, c'est un peu le frein, c'est que maintenant, il n'y a plus aucun artiste qui peut rentrer pour faire une galerie. C'est à moitié vide. Parce qu'en fait, eux, ceux qui vendent, leur monnaie, en fait, c'est les terrains. C'est l'équivalent du terrain. Ça s'appelle le mana. D'accord. Mais il y a du monde. Elle a pris une valeur énorme, et comme elle a pris une valeur, les terrains deviennent trop chers, et du coup, c'est impossible de créer un musée ou une galerie. Moi, je vais créer un musée, mais ça vaut les prix. D'accord, mais là, en ce moment, il y a une myriade de mondes virtuels qui se créent, là. C'est assez dur j'en reste bêtement à Second Life. Oui, c'est un peu beaucoup parce qu'il faudra apprendre. Ouais, à chaque fois. Je sais que Mario Gerosa avait fait un article sur je sais plus quoi, un truc de musée, spécialement pour faire des musées virtuels, mais c'est très compliqué, il faut gagner des points, il faut passer un truc. Ah ouais. Non, mais en plus, Unity est en train d'évoluer, il commence à y avoir des plugins assez performants, et du coup, je peux commencer à envisager de transformer en petit MMORPG, en équivalent de VRChat, mon muséum dans Unity, tu vois. Donc, du coup, je vais... Dans ce cas-là, on peut y accéder comment par... bah, je le mets en ligne. Je le mets en ligne, et puis, ça, c'est mon avatar, c'est Dil, c'est mon avatar féminin. Ouais. Et je l'ai ramenée, elle était là-haut. Je l'avais oubliée là-haut. Et donc, qu'est-ce qu'on se disait? Oui. Tu peux rentrer à enfin, si je veux le visiter, après, il faut quand même. C'est tout bête, je te donne une adresse web. Tu rentres c'est du WebGL, et tu rentres avec ton navigateur. Ah, mais direct? Ouais. C'est ça. Ah oui, ça, c'est bien. C'est donc, et on pourrait être assez facilement, on peut être 7 ou 8, si tu veux. Après, il va laguer. Parce qu'il y a Mozilla Hub qui fait maintenant un truc, mais il n'y a pas, comme tu as dit, il n'y a pas de bas du corps. Oui, c'est ça, puis ils sont extrêmement simples. C'est-à-dire que t'as pas la qualité. Moi, j'ai réussi quand même, Camerina m'a fabriqué mon bonhomme en GLB, et j'ai pu le mettre dedans. Ah! Mais il n'a pas de squelette, par contre. Oui, le bas du corps est fixe, alors, du coup, c'est ça?
Non, mais oui, tout est fixe, là, parce que je pense qu'on n'a pas bien, on a juste fait ça pour une conférence. D'accord. Des gens qui faisaient un Ah, truc, c'est intéressant. Comment tu l'appelles, celui-là? Mozilla. Ah oui, d'accord. Mais ça, tu rentres Oui, direct. oui, je vois très bien. Le transhumanisme a fait... ils ont fait une conférence devant et ils m'avaient invité, donc j'avais découvert ce truc-là. Et tu peux faire un truc gratuit, c'est complètement gratuit. Mais bon, c'est un peu triste. Moi, je trouve les avatars sans jambes, c'est un peu triste. Ah bah, je te le fais pas dire. Hein. Les avatars sans jambes, c'est totalement asexe. Moi, je pense que ça réduit l'implication des neurones miroirs. Tu sais comment, tu connais l'histoire des trucs qu'on connaît bien dans Second Life, quoi. Sur le fait que c'est les personnages en pied activent les neurones miroirs. Non. Non, mais je l'apprends avec toi à chaque fois que j'écoute. Il faudrait que je note neurones miroirs. Oui, tu verras, c'est assez bien documenté. L'idée des neurones miroirs, c'est toujours un peu controversé. C'est-à-dire, c'est toujours pas validé scientifiquement pur et dur, mais ça commence à être assez reconnu. Hein. L'idée, c'est que associé à nos neurones moteurs, en fait, tu as des neurones qui, tout personnage en pied qui rentre dans ton champ de vision, les neurones simulent. En fait, tu as un petit monde intérieur où ils jouent ce que tes yeux voient. Tu vois, c'est-à-dire que ils resimulent ce que la perception visuelle voit en permanence, mais ils sont inactifs, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas sur ton système moteur. Ils font leur petit théâtre intérieur. C'est une forme d'empathie. Et alors, on les appelle aussi les neurones empathiques. Hein, ils sont liés à l'empathie. Mais est-ce que ça a à voir, par exemple, quand quelqu'un se blesse devant toi, ça te fait mal? Oui, oui, c'est ça. C'est tout le système. Il y a quelqu'un qui se cogne, donc ça me fait mal. C'est exactement ça. C'est ce truc-là. Mais en plus, si tu veux, quand tu vois un personnage en pied, du coup, ton subconscient, lui, est actif. C'est-à-dire, même si toi, ton conscient n'y fait absolument pas attention, ton subconscient, lui, est entré en relation avec ce qui se passe avec tout personnage en pied dans ton champ de vision. Et du coup, c'est ce qui expliquerait pourquoi Second Life génère autant d'implications chez les utilisateurs. Second Life ou tous les trucs avec des avatars en pied. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Moi, ce qui m'avait frappé dans Second Life, après tu t'en déconnectes. Hein, moi, j'ai un peu perdu l'addiction, mais quand tu vois, dans ces années où on s'est croisés, mon investissement affectif, émotionnel, social était totalement démesuré, tu vois, dans Second Life. Et j'ai entretenu, comme beaucoup, hein, tous ceux qui découvrent Second Life, des relations affectives, émotionnelles très très fortes avec des gens sous forme d'avatar. Et je me suis toujours posé la question de comment ça se faisait que ça marchait avec cette force-là. Qu'est-ce qui faisait que ces petits personnages ridicules et souvent caricaturaux à l'époque, hein, avec le lag qu'il y avait, pouvaient nous générer autant d'investissements au point que les gens remettaient en question leur vie sociale réelle à travers les relations dématérialisées. Et à peu près, il y a une convergence, hein, c'est pas qu'une idée de moi, hein, c'est un peu tout le monde revient à cette idée de neurone miroir. L'exemple que je cite souvent, tu vois, c'est par exemple quand tu fais du Skype, tu discutes à travers les talking heads, hein, c'est le visage, mais en fait l'implication est quasiment nulle. Alors que la même relation où tu es dans Second Life et ton interlocuteur te fait un hug, et lorsque tu vois tes deux petits avatars s'embrasser, tu ressens un choc émotionnel qui est complètement disproportionné par rapport à la scène qu'on est en train de voir, tu vois, et qui n'a rien à voir avec un bisou au revoir sur Skype. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ce phénomène-là reste encore très mystérieux, quoi. C'est-à-dire, on le constate, mais pourquoi? Ça reste encore un peu un mystère, quoi. Mais c'est génial. C'est un truc absolument génial. Ne serait-ce que là, tu vois, la conversation qu'on a là actuellement, je suis en train de regarder l'écran et de me balader dans Second Life, je retrouve ce même phénomène ça marche, quoi. Je sens bien que mon subconscient est en train d'investir cette discussion que nous avons là de façon beaucoup plus intense que si on était en train de parler à travers Skype. C'est d'une étrangeté absolue, quoi. Moi, je sais quand je fais des visites guidées dans Second Life, ça n'a rien à voir avec simplement une visite à distance sur Zoom ou autre chose.
Voilà. On fait même attention aux gens qu'on promène, on fait attention. Oui, c'est ça. Donc, ben voilà, c'est ça. Tu as la même implication quasiment. Alors, c'est pas pareil. Alors que là, par exemple, je ne suis absolument pas intéressé à savoir s'il était en train de nous écouter. Heureusement, même. Je sais faire ça, mais j'ai pas du tout cherché même dans les noms. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Tu as complètement raison. Tu as des écrans, même, de toute façon, tu as des écrans noirs avec des noms. Et là, le cerveau, il dit, oui, ça. Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, hein, le subconscient, il dit, non, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Alors que là, le subconscient, il sent que c'est vrai, quoi. C'est étrange. C'est génial. Moi, j'adore ça. Attends, par contre, je vais prendre le landmark ici, parce que je ne l'ai pas finalement. Oui, c'est un endroit caché, mais bon. T'es le bienvenu. J'ai un repère pour ce. Ah bon. Voilà, je l'ai au cas où. Donc, il me semble que je crois qu'elle devrait t'inviter, Raven, pour une sorte de talk show. Elle a une idée de faire un talk show, un peu comme à la télé. D'accord. Plusieurs invités. Voilà. Bon, bah super. Ça sera un vrai plaisir. C'est toujours un plaisir de participer à une émission avec toi. Là, t'as vu, il y a mon avatar qui arrête pas de faire des gestes des bras. J'ai découvert qu'il y avait, mais tardivement, tu dois le savoir depuis longtemps, mais que Torley, tu vois qui c'est Torley, le mec de One Life. Torley a mis dans la librairie toute une gestuelle qui est synchronisée avec la voix, avec la voice. Oui, mais je pensais que c'était automatique parce que Eric Léon, il a un avatar qu'il n'a pas du tout fabriqué. Et qui fait ça? Il a exactement ces gestes-là. Ah ouais. Ah oui, mais alors peut-être que les nouveaux avatars l'ont intégré alors. Parce que moi, je ne sais pas, par exemple. On peut dire que moi, c'est un avatar, le corps, c'est un avatar que j'ai acheté. Bah, c'est dans librairie. C'est tout bête, hein. Tu regardes dans librairie et puis tu prends le dossier, tu le colles sur ton avatar. C'est gestes associés. C'est dans tu sais, leur dossier librairie où ils mettent des goodies. Dans l'inventaire, c'est tout en bas. Tout en bas de l'inventaire. En bas de ton inventaire, tu as plein de dossiers qui sont des goodies offerts par Lumen Lab. Ouais, mais c'est des gestes alors. Ouais, c'est gesture. Ah, geste lié à la parole, oui. C'est ça. Voilà. Ah non, peut-être pas. Si, c'est ça. Geste lié à la parole et tu prends le dossier, tu le poses sur ton avatar. Alors, il y a deux solutions. Et tu fais ajouter à ton avatar. Alors, tu prends tu fais ajouter à ton avatar et normalement, il devrait s'activer si ton avatar est compatible. Ajouter à la tenue actuelle. C'est ça. Voilà. Alors là, je parle, mais est-ce que je... Ah oui? Oui, ça y est. On dirait Eric Léon, j'ai les mêmes gestes. Ah ouais, c'est vrai. Moi, pour les conférences, c'est pas mal, oui, quand on est ouais. Je l'ai trouvé avant-hier. Parce que justement, apparemment, il a plusieurs gestes, mais lesquels? Alors, il se les accroche de façon un peu aléatoire. Il les aligne de façon... Ils sont réglés sur Voice. Alors, en fait, j'ai découvert qu'il y a une fonction qui s'appelle Voice Over ou je sais pas quoi, quand tu commences à explorer le dispositif, qui te permet de les déclencher avec différents niveaux de voix, selon que tu vas parler fort ou tu vas parler doucement. Tu vois? Ah oui. En fait, ils sont plus ou moins réglables. Et en fait, d'ailleurs, j'ai bien exploré. J'ai compris comment ça marche. Tu pourrais créer tes propres. C'est assez facile en fait. Tu peux créer tes propres gestures et après les affecter à différents niveaux de voix. Je vais l'enlever parce que ça ne plaît pas à Camerina. Mais après, je le mettrai quand je fais un film ou une conférence. Maintenant, je sais. Ah, mais je ne peux pas l'enlever à ma tenue actuelle. Oui, en fait, il faut que tu ailles les chercher. Il faut les désactiver. Je regarderai. Il faut que tu les désactives, en fait. Il faut que tu les désactives, mais après, c'est perturbant. Parce que... Oui, parce que je sais qu'avec Léon, des fois, ça fait bizarre. Il ne parle pas, il a les gestes. Donc, il suffit qu'il entende quelque chose. Ouais, dès qu'il y a un bruit, l'avatar se met. C'est un peu le problème. À bouger. Ils n'en sont pas encore au point de... C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'ils pourraient détecter les onomatopées, les syllabes, les intonations. Ils évoluent pas très vite, je trouve, sur les Lumen Lab. On pourrait aller beaucoup plus loin là maintenant en termes d'interaction avec le réel.
Bon, du coup, je vais t'abandonner. Il faut que je te laisse. Ah oui, moi aussi, parce je que vais retourner sur mon lit. Linda Voilà. nous a préparé à manger. Et donc, Ah oui, oula. Ah, je croyais que c'était Lyndon, j'ai entendu Lyndon. Non, c'est Linda. c'est Linda. Non. Oui, non, je les aime, hein, c'est Lyndon qui t'a fait à manger. Non. Je sais pas qui c'est, Lyndon. Non, Lyndon Dollar. Ah, Lyndon Dollar. Lab. Ah, ça serait... Lyndon Lab. Voilà. Lyndon Lab. Il y a Lyndon Lab qui m'a fait à manger. C'est très chic, remarque. Quand on venait de parler de Lyndon Lab, je me disais, mais pourquoi Lyndon Ah bah, tu savais pas que... Est-ce qu'il y a une île où il y a... Alors oui, tu sais que, oui, absolument, ici, Ah bon? je te dis, il y a un secret ici, c'est quand j'ai acheté la première SIM, je l'ai acheté à Ogashima, qui est juste à côté. Et parce que j'avais repéré en explorant Second Life qu'il y avait à l'époque, toutes les constructions qu'il y avait dans cette zone-là étaient d'une relative qualité. C'est-à-dire, il y avait une cohérence graphique assez étonnante. Du coup, j'avais acheté ma première SIM ici. Et en explorant là en altitude, alors je sais pas si ça l'est toujours, mais en montant en altitude très 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 haut, je suis tombé sur un lieu complètement, alors là pareil, c'est des événements magiques et mystérieux de Second Life, une skybox remplie, compacte d'avatars. Tu vois, si tu actives la carte, peut-être qu'on les voit. C'est-à-dire, ça m'avait intrigué. Je me dit, tiens, c'est bizarre, il y a plein d'avatars à cet endroit-là. Donc, j'avais fini par les trouver parce qu'elle était vraiment bien simulée. Et en fait, tu avais plein d'avatars alignés. C'est une scène de film, tu vois. Tu avais plein d'avatars différents, enfilés comme dans des sardines, tu vois, horizontalement, actifs, mais qui bougeaient pas. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder qui étaient ces avatars, c'était tous des Linden. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que Linden Lab avait à cet endroit-là un stock d'avatars, tu vois, des ordinateurs à Linden Lab qui étaient tous branchés, prêts à démarrer sur leurs avatars, tu vois, pour agir rapidement. Pour pas avoir à se connecter, à faire toute une procédure, ils avaient un stock entier d'avatars prêts à quitter cet endroit-là et à démarrer. Donc, liés chacun à un poste informatique. Donc ça, c'était assez magique aussi, dans le genre lieu mystérieux du cyberespace. Et en fait, pourquoi je te dis tout ça, c'est que les premiers fondateurs, les premiers activistes, on va dire, de Linden Lab, le personnel, avaient acheté des SIM partout dans ce coin-là, dans le coin où nous sommes. Tu avais plein de, alors je sais plus si c'est le cas maintenant, hein, depuis, mais tu avais plein de, comment on va dire, de gens de Linden qui avaient installé leur SIM dans ce coin-ci. Et c'est pour ça qu'il y avait cette cohérence graphique à l'époque, mais qui est disparue complètement. Alors, on va te laisser aller manger parce que. Allez, voilà, au revoir. Bonne soirée à Linda aussi. Bonne soirée. Voilà, elle te dit bonne soirée. Voilà. À bientôt. À bientôt. En avant. Moi, je retourne sur l'île. Voilà. En avant. Alors, je vais faire retourner chez moi. Je vais essayer d'enlever mes gestes. Oui. Bon courage. À bientôt. Ouais. Salut.